Salut à tous et bienvenue dans la causerie numéro 13 déjà. C'est un bon chiffre ça, le numéro 13. Oh, je pense que ça nous annonce une bonne émission. En tout cas, si elle pouvait être tout aussi bonne que la période qu'on est en train de vivre avec l'Olympique de Marseille là, puisqu'on est à 7 victoires d'affilée les amis. Voilà, on se retrouve donc avec plaisir pour cette émission. Après des victoires, franchement, on se régale. Donc voilà, je tiens à saluer déjà, on a des commentaires, on a Chips Ketchup qui est là, qui a un super blast d'ailleurs. Donc voilà, salut à tous, n'hésitez surtout pas à participer. Voilà, vous le savez, au fil des semaines, hein, je vous lis avec grand plaisir, on prend vos questions, on réagit sur ce que vous avez à nous dire. Et pour cette émission, j'ai un invité comme d'habitude, vous le savez. Alors c'est un invité qui est déjà venu sur cette émission et c'est avec grand plaisir que je l'ai réinvité. C'est monsieur Nico Coco. Comment tu vas, Nico? Ça va très bien, Kev. Merci pour l'invitation. J'espère que tout le monde va bien sur le live. Et moi, tout va bien. Trop content d'être là. Ravi de ton invitation. Mais avec grand plaisir, c'est moi qui est ravi de t'accueillir une nouvelle fois, tu le sais. Et ça sera avec grand plaisir d'ailleurs que je t'accueillerai de nouveau sur de prochaines émissions. Bon, je le disais, on est en train de vivre une belle période là avec l'Olympique de Marseille. On a 7 victoires d'affilée quand même, c'est à noter. C'est quand même important. Qu'est-ce que de manière globale là, tu pourrais nous dire un peu sur la période que l'on vit. Comment tu vois l'OM en ce moment là? J'ai envie de te dire que dans la course à l'Europe, à la C1, ça sent bon. Ouais. On a eu un hiver assez compliqué, assez agité. On avait des doutes sur Sampaoli, sur Ouais. ses choix. Mhm. J'avais vu quelques débats, c'était pas mon cas, mais ils existaient sur la qualité de cet effectif, Tout à sur la fait. profondeur de cet effectif. Et là, on se rend compte que avec Milik en moins, avec Payet en moins, bah mine de rien, tu arrives à gagner des matchs et tu prends un peu le large sur cette 4e place. Donc c'est cool, franchement, ça fait plaisir. Le printemps arrive, les beaux jours sont là et notre OM est flamboyant. Donc on va en profiter et on va débriefer ça tranquille. Ouais, Voilà. je suis presque impressionné de la manière dont on gère un peu ce sprint final, que ce soit et en termes de résultats, parce que, encore une fois, je vais me répéter, mais cette victoire d'affilée, ce n'est pas rien, et même en termes de jeu, la manière de jouer, ce qu'on propose, ce qu'on met en place, tu le soulignais, je trouve, de manière très juste, qu'on a quand même une absence notable avec Milik qui s'est blessé malheureusement pendant cette période internationale. On a un Payet qui parfois on peut se permettre de mettre sur le banc et de faire souffler. Voilà, finalement on a toujours, en tout cas jusqu'à là, et dans cette période-là, dans cette période si importante, si décisive, une solution qui permet de nous en sortir, et ça je trouve ça vraiment intéressant. Et je sais pas si tu l'as vu, mais donc le nom de cette émission, j'ai appelé ça On touche au but. Et je voulais donc utiliser ce titre parce que je trouve qu'il est assez juste pour évoquer évidemment les résultats. Tu le disais, le podium qui commence à être de plus en plus accessible. J'ai même envie d'aller un peu plus loin que le podium, mais de dire cette 2e place. Et je le disais notamment au-delà des résultats, c'est-à-dire dans le jeu, je trouve qu'on touche au but également dans le jeu, dans ce que veut mettre en place Sampaoli, qui aujourd'hui, je trouve, récolte totalement ses fruits, quoi. Et est-ce que tu es d'accord avec moi? Bah totalement. Je pense qu'aussi ces choix tactiques, on a parlé du choix des hommes, etc. On va longuement en parler. Ce qui était aussi pointé du doigt, c'est le fait qu'il y avait très peu de turnover. Et là, pour le coup, bah, C'est vrai. il n'hésite pas à faire rentrer Harit, à faire rentrer Dieng, à faire rentrer Gay même, qui Ouais, n'était pas prévu au coup d'envoi. totalement. Donc on voit qu'il y a vraiment une espèce de cohésion de groupe. Et puis d'un point de vue tactique, au-delà de ce choix des hommes et du turnover, on voit que ce 4-3-3 là qu'il a mis en place très récemment, bah, elle offre quand même certaines garanties dans le jeu. Moi personnellement, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Mhm. Ben, franchement, on voit des choses. En fait, on revoit de la folie avec plus de simplicité, en fait. Tu vois ou pas? C'est-à-dire qu'avant, on essayait toujours de jouer en 3-5-2, etc. Ça partait un peu dans tous les sens. Mhm. Mais malheureusement, dans le creux de la vague, on se disait, bah, cet OM-là, il est inoffensif, il est voire même un peu trop défensif. Mhm. Et là, en 4-3-3, tu mets des hommes, des joueurs à leur bon poste. Je pense à Gerson, je pense à Guendouzi qui vraiment sont quelque part les tauliers de cette équipe et les faits de les mettre
à leur meilleur poste, et ben, ça fait rayonner le reste de l'équipe et tu peux te permettre d'avoir Payet sur le banc, d'avoir Milik en tribune. Et c'est vachement positif en fait. Qu'est-ce que t'en penses toi, de ce 4-3-3? Ouais, je trouve que... Mais tu vois, c'est intéressant que tu évoques ça sans savoir, parce qu'il faut savoir que je t'ai pas donné le conducteur de l'émission, j'ai même pas évoqué les sujets qu'on allait prendre pour vraiment conserver cette spontanéité, et au contraire, justement, tu vois, que tu évoques toi-même et que tu ouvres des sujets qui peut être tout aussi intéressants et qui auraient pu m'échapper. Et c'est un peu ce que j'ai évoqué à travers ma vidéo et ce que je veux faire dans cette émission, c'est que, mais comme je le disais, finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on touche au but, on récolte vraiment les fruits de ce qu'on a mis en place et de toutes les difficultés finalement qu'on a rencontrées jusqu'à là cette année, tu vois. Et d'ailleurs, tiens, je fais une petite parenthèse, mais il y a Ernaxim qui est avec nous et qui nous dit physiquement, je nous trouve très bien aussi malgré l'enchaînement des matchs. Et ça, c'est vraiment très juste, on ne l'a pas dit. Il a carrément raison, il a carrément raison. Et c'est vraiment très juste de souligner ça, et c'est important de le faire. Donc je le disais, ouais, que... Je trouve qu'aujourd'hui, on récolte presque le fruit du travail et des difficultés qu'on a pu rencontrer avec des hauts et des bas dans la saison. Et c'est là où je suis d'autant plus impressionné, c'est qu'on arrive à trouver cette continuité, que ça soit dans les résultats, mais également dans le jeu, alors qu'on est peut-être dans la période la plus stressante, la plus compliquée à aborder, là où on enchaîne le plus de matchs, là où tout est plus dur, tu vois, où tout est évidemment plus décisif, où le moindre point va faire la différence. Et c'est en ça que je suis assez impressionné dans... Même, tu vois, on parle du jeu, même au niveau du coach, je trouve que... On parle des progrès qui ont été faits dans le jeu, je trouve que c'est important aussi de souligner que le coach, en tout cas à mes yeux, il a également progressé. Tu le disais que, par exemple, au niveau du turnover, c'était pas toujours fait à bon escient. Et je suis entièrement d'accord avec toi, qu'il utilisait parfois des joueurs qui n'étaient pas forcément à leur bon poste, etc. Et là, je trouve que on a à la fois une progression, d'ailleurs, c'est évidemment étroitement lié, ces deux sujets-là, mais on a une progression dans le jeu qui est certainement due à une vraie progression des joueurs et qui était également elle-même due à une vraie progression du coach. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Mais on peut même parler de sa micro-tactique, hein. Regarde quand il fait sortir Payet contre Nice. Ben, je suis sûr que cet hiver, il l'aurait même pas sorti. Ouais. Là, il le fait sortir contre Nice. Bakambu rentre, de suite il y a but. C'était contre qui aussi ben là, contre ce week-end, il le met pas titulaire. Mhm. Donc, je pense que vraiment, le moment est parfait en fait. C'est-à-dire que il y a eu des doutes et là en fait on rentre dans les certitudes. Tout le groupe est concerné. Ouais. Vraiment, Ouais. même Mandanda hein, ce week-end il a joué, tu vois. J'allais Alors t'en que parler. habituellement il n'est pas prévu en championnat. Donc vraiment tout le groupe est concerné. Et même les jeunes. Rappelle-toi en début de saison, Totalement. c'était compliqué de faire entrer certains jeunes, etc. Même des jeunes un peu confirmés. Si Luis Enrique, parfois Ouais. on se demandait, bah, ou même Conrad, tu vois, on se demandait mais pourquoi il les fait pas rentrer. Mm. Alors que là, il fait carrément sortir des joueurs, des jeunes joueurs qui n'ont jamais joué en Ligue 1. Donc je trouve que le message, il est ultra positif et en préparant à minima l'émission, quand même, tu vois, tu te dis, bon, ben, faut essayer de trouver des points négatifs, etc. Pas pour critiquer, Non, mais bien pour sûr. essayer d'apporter des débats, de C'est faire important. des débats, Tu as raison. etc. Mais franchement, ça n'a pas été simple, tu vois. Enfin, bien sûr, on va discuter de certaines choses à améliorer, et encore heureux, c'est bien qu'il y ait des choses à améliorer, mais vraiment, sur ces dernières semaines, je trouve que vraiment, Sampaoli, eh ben, il a su calmer le jeu. Il a arrêté l'incendie qu'il y avait à la maison, parce qu'il faut se rappeler d'où on vient. Hein. Après la défaite face à Monaco 1-0, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Ah, on aurait pu Ça a été sombrer. compliqué. Il y avait très peu de perspectives, le sprint final allait arriver, des matchs compliqués, la Coupe d'Europe, et au final, il a trouvé les solutions. Je pense qu'il a montré que c'était quelqu'un d'intelligent, il s'est ouvert au groupe. Des petits échos que j'ai eus, Longoria aurait discuté avec lui. Mais tu vois, Donc, ça, c'est exactement... Tu m'enlèves presque... Tu vois, tu évoques Mandanda, tu évoques aussi le... Pardon de t'avoir coupé, hein, d'ailleurs, mais tu Non, évoques mais tu fais bien. à quel point, peut-être, en tout cas, les échos que tu as eu de la manière dont il s'ouvre au groupe. Mais je trouve que, tu vois, ça aussi, c'est hyper symbolique quand tu dis que... En fait, quand il s'ouvre au groupe, en même temps, il ouvre son banc. Tu vois l'esprit, c'est-à-dire que où on avait peut-être un Sampaoli, et d'ailleurs, j'en ai fait le reproche pour ceux qui les habitués de cette émission depuis le début de cette saison.
j'ai évoqué parfois que Sampaoli, que ce soit en cours de match, ses réactions, qu'elles soient tactiques, que ça soit entre les matchs, parfois dans la gestion de l'humain, etc. Je trouvais qu'il y avait du progrès à faire. Et là, j'ai l'impression que finalement, tout ce que je pouvais lui reprocher jusque-là, eh ben, il entraîne, c'est en ça qu'aussi, tu vois, que j'évoquais la progression de Sampaoli, c'est sur le terrain et en dehors, en fait. Alors évidemment, nous, on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas au quotidien aux entraînements, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais quand tu connais le football, c'est des choses qui se sentent, tu vois. Et c'est pas anodin, même si on n'est pas dupe. Quand il y a une caméra de Canal qui passe par là, tu vois, par exemple, que Mandanda chambre, j'imagine que tu vois très bien de quelle séquence je parle, quand Mandanda chambre un peu Sampaoli en disant bah tout se passe bien sauf que je joue pas beaucoup. Voilà, on a vu le vestiaire qui a été diffusé hier là sur RMC, etc. Mais évidemment, tout ça, ça reste, on n'est pas bête, ça reste géré, ça reste de la com, mais voilà, ça peut pas être totalement joué, totalement faux non plus. Et je suis pas sûr que c'est des choses qu'on aurait vues en début de saison, tu vois. J'ai l'impression que, en plus des résultats, évidemment, tout ça, c'est étroitement lié, mais on est dans une certaine sérénité qui fait que, même humainement, ça fonctionne, ça match. Et j'ai l'impression que Sampaoli a parlé peut-être avec certains, a mis des choses à plat, clarifié ses prises de position, ses choix. Et là, bah, finalement, on est un petit peu en roue libre, tu vois, où tout le monde se fait confiance, tout le monde se tient main dans la main et allons-y jusqu'au sprint final, tu vois. Bah, c'est ce dont l'équipe avait besoin. Je pense que malgré, tu parlais de communication, on nous a dit que non, il y avait rien, etc. Mais pareil, les petits échos que j'ai eus, c'est que bon, il y avait dans le vestiaire, il y avait quelques incompréhensions, tu vois, que ce soit au niveau des joueurs ou même avec le coach, etc. Et là, pour le coup, bah, tu l'as dit, hein, il a répondu à toutes nos interrogations. Ouais, Donc ça, c'est quelque chose à mettre en avant. C'est le fait qu'il a su s'adapter, son adaptabilité Totalement. pour un entraîneur. Bah, c'est quelque chose à mettre en avant. Donc, Totalement. très content. Mais Gendouzi l'a dit, hein, pendant. Alors, je ne sais pas s'il l'a dit récemment ou s'il l'a dit il y a quelques semaines. Ouais. C'est une citation que j'ai vu passer il y a quelques jours. Et il a dit, nous, on est derrière le coach et on ne le lâchera pas. On est à fond derrière lui. Mais en même temps, enfin, tu vois, c'est Gendouzi, c'est le joueur le plus utilisé par Sampaoli, etc. Donc, c'est facile d'avoir ce genre de réponse à cela. Mais évidemment, là, aujourd'hui, avec les résultats, avec ce qui se passe, eh ben, on peut que être d'accord et que souligner cela. Il y a un commentaire que j'ai vu de Ernaxing qui nous dit « Moi, j'ai eu peur avec Alvaro à un moment donné qu'on perde une partie du groupe. » Et ça aussi, c'est très juste. En tout cas, c'est important de le souligner et d'ajouter cela à ce qu'on est en train de dire. C'est que malgré parfois bah, les quelques couacs, les difficultés, les joueurs peut-être mécontents, on a évoqué l'absence, la blessure de Milik, etc. Mais on peut évoquer de la Fuente, pardon, Balerdi qu'on perd, mine de rien, etc. Donc, même si on a un effectif fourni, et heureusement qu'on l'a, puisqu'on le voit dans ce sprint final, s'il n'avait pas été aussi fourni et aussi bon cet effectif, on serait peut-être en grande difficulté. On pourrait s'essouffler dans ce sprint final, et là, ce n'est pas le cas. Et je pense que... bah, finalement, vraiment, j'ai cette sensation que tout le travail qui a été effectué, que ce soit par au plus haut, c'est-à-dire donc Longoria, puis après Sampaoli, puis si on redescend sur chaque joueur jusqu'à celui qui a été le moins utilisé, bah finalement, là, on récolte tout le fruit du bon travail qui a été réalisé. J'essaie de lire les commentaires en même temps. Il nous dit, il faut aussi souligner la facilité d'adaptation des nouveaux. Effectivement, ça peut être dans la balance. Les schémas tactiques ont été incompréhensibles pour les journalistes pendant facile 6 mois. Et il y a Samir qui nous dit « Vous êtes extrêmement beau ». Je trouve qu'il a raison, Nico. Tu es vraiment au max. Je te vois te recoiffer. Là, tu fais ça bien. Moi, je peux pas le faire, donc ça doit être pour ça. Ouais, voilà, ça, tu peux pas le faire. Ouais, ça doit Mais être... il a dit vous, donc apparemment, il aime aussi les chauves. Hein, donc, ouais, c'est par politesse, je pense, qu'il dit ça. Mais Samir, faut savoir qu'à chaque émission, il nous lâche un petit commentaire comme ouais, ça. Hop, il vient, ouais, il est cool. Il fait un compliment, il s'en va. Non, écoute, je voulais rebondir quand même rapidement avant qu'on rentre un peu plus tactiquement dans ce match et que je te montre quelques séquences. Je voulais revenir sur le choix un peu fort sur cette rencontre. C'est de la nouvelle titularisation de Mandanda. Je voulais un peu ton avis parce que c'est, tu vois, bizarrement, c'est les choses que j'ai évoquées la semaine dernière avec mon invité Wahid, où bah, justement je disais qu'il était peut-être Enfin, c'était peut-être à un moment qu'il fallait se poser la question si on n'utilisait pas, après la bourde de Paul Lopez, pardon, si c'était pas le moment de retitulariser Mandanda. Et je sais que dans le chat, j'ai été assez critiqué, Wahid n'était pas d'accord non plus, et puis bah, boum, Mandanda titulaire. Est-ce que... Alors,
c'est difficile de répondre à est-ce que tu es d'accord avec ce choix parce que forcément clean sheet, on dit bah tout s'est bien passé, c'est très bon. Si on avait perdu 3-0, on dirait le contraire. Mais tu vois, dans cet esprit qu'on évoque jusqu'à là, dans la communication qui fonctionne, les choix qui sont plus justes, etc. Mais je trouve que ça tient la route finalement de titulariser Mandanda pour être en accord avec son discours. Bah, surtout qu'il a jamais dit Paul Lopez c'est le numéro 1. Ouais. Il a toujours laissé planer le doute, il a toujours dit que les deux étaient en concurrence. Et puis quand on revoit, quand on analyse ses choix sur la saison, on se souvient que Balerdi a fait quelques erreurs et que Balerdi malheureusement par la suite on l'a plus trop vu, alors qu'il comptait énormément dessus. Donc je tente ce parallèle-là, peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que comme il l'a dit en conférence de presse, c'est juste pour un peu donner du rythme à Mandanda, sachant qu'il y a ce match retour contre le PAOK. Alors ça, tu y crois, je te coupe, mais ça, tu y crois vraiment à cet argument de c'est pour donner du rythme, parce que soyons honnêtes, les matchs précédents en coupe, il se posait pas la question s'il avait du rythme à donner. Pour moi, et je te redonne la parole après pour rebondir là-dessus et me répondre, mais pour moi, c'est une façon plus de protéger Paul Lopez en disant... Voilà, c'est pas lié à la bourde, voilà, tu vois, c'est un peu noyer le poisson et dire non, mais il a besoin de rythme et tout. Je trouve pour moi il bluffe un peu sur ce coup-là, non? Ouais, ben, alors c'est très malin de sa part parce que moi je t'avoue que je me suis pas posé la question, je vais être transparent avec vous. Je me suis pas vraiment posé la question. Après, moi, j'ai pas non plus envie que on change de gardien tous les 3 matchs, tu vois, parce que justement, il va y avoir cette épée de Damoclès sur la tête du gardien, où à la moindre erreur, bon, bah, c'est l'autre qui va arriver derrière. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait une concurrence saine. De base, moi, je suis toujours pour une hiérarchie claire. Ouais. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on a la chance d'avoir 2 gardiens de niveau assez semblable, avec des qualités différentes. Totalement. Mais franchement, qu'on ait Paul Lopez ou Mandanda, moi je me dis pas au début du match, ah merde, c'est lui ou c'est l'autre. Donc honnêtement, je pense pas que le week-end prochain, face à Paris, je pense pas que ce sera Mandanda. Ouais, tu vois, bah il y a Wallaby qui est d'accord avec toi, qui dit Mandanda sera titulaire face au PAOK, mais Lopez reviendra au PSG. Si Lopez n'est pas titulaire le week-end prochain, là, on pourra se poser la question, je pense. Ouais, voilà. Après, Sampaoli, c'est quand même un très très bon tacticien. Je pense que il voit les qualités de chacun. Les qualités de Paul Lopez, elles sont certaines puisque l'OM a enchaîné des clean sheets. Je crois qu'ils en étaient à 11 ou 12 pendant un moment et que l'OM était en tête des clean sheets avec Manchester City sur le continent européen fin janvier. Tout à fait. Donc voilà, Paul Lopez, il a cette faculté d'être bon sur sa ligne, certes, mais l'une de ses premières qualités, ce qui plaît à Sampaoli, c'est son jeu au pied. Ce que Mandanda n'a pas. En revanche, Mandanda, pour moi, là où il est supérieur, c'est sur sa ligne. Et face à Paris, j'ose imaginer, j'espère me tromper, que on va peut-être un peu souffrir et que peut-être que un gardien qui est très bon sur sa ligne comme Mandanda serait plus adéquat. Voilà, ça c'est mon avis. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais ça s'entend. Franchement, ça s'entend. Mais je trouve que le choix est difficile, sincèrement. Tu vois, y a Chips Ketchup qui nous dit, pour prendre la comparaison avec le PSG, on voit que la concurrence semble bien moins saine. C'est la chute de l'un qui fait titulariser l'autre. Et effectivement, c'est un équilibre délicat à trouver, tu vois. Je trouve que le fait qu'il les fasse jouer, tu vois, sur une série de matchs plus que d'alterner, etc. Déjà, ça, c'est une vraie bonne solution, je trouve. Maintenant, effectivement, face au PSG, on peut se poser la question. Alors, on caricature peut-être un peu, et même si je suis en grande partie d'accord avec ce que tu dis, en disant que Mandanda est peut-être meilleur sur la ligne, moins bon au pied, etc., je trouve qu'on est peut-être un peu dur parce que Paul Lopez, je l'ai vu faire des arrêts très très intéressants. En fait, pour être tout à fait honnête, si vraiment je rentre dans les détails, je trouve que Paul Lopez a un... Et je suis pas gardien de but, donc d'ailleurs vous l'avez vu, j'analyse jamais les gardiens de but parce que je trouve que c'est vraiment difficile de le faire, mais si je devais donner mon avis, je trouve que Paul Lopez, il a un positionnement qui est peut-être plus juste que Mandanda. Et du coup, lorsqu'il effectue des arrêts, bah, ils sont plus facilités, donc ils sont peut-être moins impressionnants de par sa position, tu vois, qui est beaucoup plus juste là où Mandanda, et je veux pas dire que son positionnement n'est pas bon, mais tu vois, où il va peut-être avoir ce petit pas, ce demi-pas décalé qui va lui permettre de faire cet arrêt qu'on a l'impression qui est beaucoup plus difficile. Je comprends ce que tu dis.
Donc, Après, attention, hein, quand je parlais de Paul Lopez, j'étais loin de dire que c'était bien un sûr, papin bien sûr. sur sa ligne. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, oui, Mais effectivement, mais en même temps, le jeu au pied, on va en avoir moins besoin face au PSG, ça, tu vois, je pense qu'on va pas renier nos idées de jeu et que, au contraire, peut-être que le gardien qui aura le ballon au pied sera encore plus mis sous pression. Et donc, est-ce qu'il faut pas avoir, au contraire, tu vois, quelqu'un de plus fort au pied? Donc là, on aurait tendance à basculer vers Paul Lopez. Donc, effectivement, le choix est difficile. Je pense que bah, il va être étroitement lié déjà au match face au PAOK, ouais. évidemment. Mais on peut se Aussi, poser la question, quoi. aussi, tout dépend de la stratégie que Sampaoli va adopter. Hein. Peut-être Totalement. que l'OM va être conquérant. Totalement. Ouais, je regardais justement hier l'interview de Samir Nasri sur Sampaoli. Ouais. Et Nasri raconte justement cette anecdote-là où quand il jouait à Séville, Sampaoli leur dit, quand il jouait à Séville, qu'ils affrontaient le FC Barcelone de Léo Messi, de Ok. Suarez et de Neymar. Ok. Sampaoli leur avait dit moi, je veux des joueurs ce soir qui vont porter leur couille, quoi. Mhm. Et ça va être du 1 contre 1, vous allez les prendre au marquage, etc. Donc, c'est pas sûr qu'on y aille en défendant notre cage, hein, Non, au je suis pas contraire. certain non plus. Je suis pas certain non plus. Et après, ce n'est que mon avis, mais quitte à y aller, autant y aller à fond. Quitte à en prendre 3-4 dans la nuisette, je préfère y aller à fond, qu'on joue notre va-tout et qu'on C'est renie ça surtout aussi. pas parce que jusque-là, on a mis des choses en place, comme on le dit, qui fonctionnent. Et si on doit s'adapter parce qu'on joue le PSG, évidemment qu'on doit avoir quelques adaptations quand tu affrontes Mbappé, Neymar, Messi. À un moment donné, tu es obligé de t'adapter un minimum. Mais dans l'état d'esprit, dans nos idées de jeu, je pense que il faut pas renier ça, Après quoi. on se souvient du match aller, hein, Kev, où on était à 11 contre 10, Alors ça, on oui, était à c'est domicile, une grande j'étais au frustration. stade, hein, une ambiance de fou, etc. Et malheureusement, on n'a pas été entreprenant. Mais après, ça, Tu as c'est tout que à fait mon raison. jugement, c'est ma sensibilité. On n'a pas été entreprenant Tu as comme on raison. aurait dû l'être. Moi, j'ai un souvenir, je sais plus si c'était Lens ou une équipe qui a justement s'est retrouvée à 11 contre 10 contre le PSG. Et franchement, ils se sont donnés à fond et il Non, me semble ça qu'ils fait ont partie des gagné. grandes frustrations de la saison et je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, Donc, voilà, effectivement, on verra. Après, il y a on s'est projeté peut-être un peu vite. On est déjà en train de parler du PSG, ça, ouais. sachant qu'il y a un gros match jeudi qui Ouais. nous attend. Je voulais te poser, avant de s'embarquer sur mes séquences tactiques, je voulais évoquer un peu le match d'Harit avec toi, parce qu'il me semble t'avoir vu tweeter là-dessus, et parce que tu vas voir que je trouve que c'est une transition intéressante pour amener à mes séquences, parce que c'est à mon sens étroitement lié. Donc je voulais avoir un peu ton avis, de manière assez rapide, hein, si tu le veux bien, sur le match de Harit, et même la période d'Harit en ce moment. Bah écoute, très agréablement surpris, très honnêtement. Quand il est arrivé, il a cartonné, ravi. Et puis malheureusement, et c'est pas la faute de Sampaoli parce que Sampaoli, moi j'ai le souvenir qu'il avait essayé de le faire enchaîner, mais malheureusement Harit n'avait pas répondu présent. Voilà. Mhm. Et avec l'effectif que l'OM a, avec la concurrence qu'il y a, notamment en attaque, on a pas mal de joueurs. Harit avait disparu des radars. Donc peut-être que par rapport à ça, Harit avait montré moins de qualité à l'entraînement, etc. Mais toujours est-il que là, ça fait 2-3 semaines qu'il est sur un rythme de fou, quoi. Il marque des buts, il fait des passes D, et il est décisif. Mhm. Et puis on sent surtout qu'il est libéré. Voilà, libéré, il joue juste. Avant qu'on commence l'émission, je me suis regardé de nouveau la première mi-temps. Ouais. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la justesse, c'est la fluidité. Mhm. C'est-à-dire que quand il fallait la donner, il l'a donnée. Mhm. Il a plus, enfin du moins il a pas pendant cette période-là cette touche de balle de trop où Ouais. on pouvait se dire putain arrête de croquer quoi. Ah Ouais. là non, je l'ai trouvé très fluide. Je pense que physiquement et Ouais. Chris Ketchup c'est ça qu'il a évoqué. Physiquement il est très très bien. Il est au même niveau que ses partenaires. On sent vraiment qu'il est affûté, qu'il peut enchaîner les efforts. Et puis aussi tactiquement quoi. Il se balade à droite, il se Ouais. balade dans l'axe, il se balade à gauche. Et ça, c'est un point qui est vachement important pour l'OM de Sampaoli parce que on va avoir besoin d'un mec couteau suisse pour ces derniers matchs, pour ce sprint final, 7 journées de Ligue 1, un match de Coupe d'Europe. On espère plus de matchs de Coupe d'Europe. Mais en tout cas, oui, sa polyvalence et sa justesse technique et sa capacité à être décisif,
bah, c'est du pain béni pour Ouais, nous c'est très actuellement. intéressant. Franchement, Tu je vois, pense. tu m'as offert la transition pour me dire, pour quand tu m'as parlé de sa grande liberté sur cette rencontre. Ouais. Je vais juste rebondir. Donc, il y a Scaraboule qui est venu, un habitué, on est obligé de le saluer. On a également Chips Ketchup qui est revenu sur les XG, tu sais, encaissés des gardiens de but et tout. Alors, on va pas revenir en détail là-dessus, mais c'est très intéressant. N'hésitez pas à lire ça sur le chat. Il y a Chips Ketchup qui nous dit qu'il y a les premières rumeurs pour Harit. Notamment, on parle d'une proposition de 6 millions de l'OM. On va basculer sur les séquences, je le disais, parce que tu vas voir que c'est étroitement lié à ce qu'on évoque. Moi, j'ai abordé, je crois que tu n'as pas vu ma vidéo, c'est pas bien, tu vas te faire punir. Non, je l'avoue, j'ai pas eu le temps. J'espère Désolé. que les gens du chat vont t'engueuler fortement. Allez, Non, évidemment, je rigole. On a Ertisman aussi qui est là, donc je big up tout le monde. J'ai évoqué nos sorties de balles. Moi, j'ai été très, très impressionné, et surtout en première période, par nos sorties de balles. Et encore une fois, c'est étroitement lié à ce que j'évoque, qu'on récolte un peu les fruits de tout ce qu'on a travaillé jusque-là. Je trouve que là, on a presque atteint l'apogée de ce qu'on a voulu mettre en place sur cette rencontre. Évidemment, le plus dur n'est pas de grimper la montagne, c'est de rester au sommet, tu vois. Mais joli, ça. ouais, je sais pas, mais j'ai fait de l'alpinisme un peu, c'est pour ça. Pas du tout. Ah Hein. ouais. Pas du tout. Du coup, sur cette rencontre, c'est peut-être la première fois où je me dis nos sorties de balles ont vraiment eu un impact et ont vraiment été réussies. Et c'est ce que j'évoque sur cette rencontre. Et donc, je montre que, tu vois, comme tu le vois en image, on ressort le ballon ici dans un 4-1-5. Alors, pardon, je suis un peu en retard sur mes images, voilà. Un 4-1-5, avec notamment, ce que je veux qu'on observe ici, c'est la position haute de Guendouzi qui est finalement donc plaqué sur cette ligne offensive. On le voit, le porteur de balle ici en bas est Valentin Rongier. Et donc, on passe sur la séquence d'après où, en fait, on va... pourquoi ça ne marche pas? Voilà. On va basculer le jeu de gauche à droite comme on le fait finalement de façon assez habituelle où on va essayer d'étirer au maximum le bloc montpelliérain, que ce soit sur la largeur ou sur la profondeur. Donc, vous voyez, le jeu a basculé à gauche tranquillement, on fait un peu l'essuie-glace. Puis, le jeu revient à droite sur Valentin Rongier. Et là, déjà... avec cette flèche orange, vous pouvez voir que on a écarté, étiré ces fameuses lignes. Donc, comme je le disais, que ce soit dans ce sens-là, mais également, vous voyez, dans la largeur, si je rajoute cette petite flèche noire, vous voyez la distance qu'il y a là entre ces deux joueurs. Donc, vraiment, on les a travaillés sur la largeur. Et là, à ce moment-là, eh ben, on peut récolter le fruit du travail de coulissage, finalement, qu'on a fait jusque-là. Et vous voyez donc je vais virer cette petite flèche. Vous voyez donc le positionnement de Guendouzi qui, finalement, est en train de trouver une zone intéressante où il est libre entre les lignes. Donc là, on voit un joueur qui va décrocher, trouver cet espace. Et on le voit, il va venir ici sur ce côté droit. Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que si on utilisait Rongier comme un latéral, j'ai envie de dire classique, un latéral de formation, on aurait tendance à vouloir plutôt laisser cette zone libre ici et que Guendouzi travaille dans l'axe du terrain, tu vois. Sauf que Rongier, c'est vraiment un poste hybride. Et donc, on a sans cesse ces permutations entre Guendouzi et Rongier qui fonctionnent hyper bien, qui créent des décalages, qui créent de l'illisibilité dans notre jeu. Et ça fonctionne bien, c'est ce que j'ai voulu souligner. Et donc ici, tu vois, Guendouzi, il a réussi à trouver de l'espace. Ce que je veux souligner aussi, parce que je l'évoquais il y a quelques semaines, notamment sur ces lives, notamment sur mes zones techniques, c'est le placement de Under. On le voit, il est vraiment excentré sur le côté, il mange la ligne et il est vraiment positionné très haut. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est son poste, c'est classique. On voit par exemple à l'opposé ici, je crois que c'est Bamba Dieng qui est à l'opposé, qui a vraiment écarté au maximum. Mais ça aussi, c'est étroitement lié au travail sur la largeur, sur la profondeur du terrain. On veut vraiment étirer ces lignes-là. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, par exemple, Under, là aussi, dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup de schémas tactiques, Under, il serait venu décrocher de cette manière, un peu dans cette zone, venir chercher le ballon. Et ce n'est pas le cas. Under, vraiment, il reste dans cette position pour, en fait, attirer
les deux Montpellierins et vraiment les garder sur leur ligne défensive, les forcer en fait à ne pas sortir sur Guendouzi et venir dans cet espace. Tu vois tu me suis jusque-là, Nico? Ouais, je te suis. Et donc, ce que je vais évoquer, c'est que donc on a libéré Guendouzi de par ce travail de largeur, ce travail de under qui tire. Et là, encore une fois, c'est intéressant parce que Rongier ici, je vous le montre, si c'était un latéral classique, comme je le disais, ben on aura un Rongier qui, je pense, se projetterait, proposerait une solution dans le couloir, viendrait presque dédoubler jusque derrière under. Et au lieu de ça, eh ben Rongier, il va repiquer dans l'axe du terrain, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment difficile pour l'adversaire, tu vois. Là, c'est Mavidi qui est obligé de suivre Rongier, qui va donc se retrouver au cœur du jeu. Et en plus, par le mode de te couper, ça crée aussi une espèce d'incompréhension entre là c'est Mavidi, c'est ça qui est le ça, plus prolongé, Mavidi, ouais. Et le milieu de terrain, c'est-à-dire que pendant ça peut créer un flottement en se disant bon bah il est à toi, il est à moi. Totalement. Et ce temps-là qui est très précieux, ça peut déboucher sur un but par exemple. Mais c'est totalement ça. Et tu vois, regarde ce que tu évoques, le problème de tiens, c'est à toi, c'est à moi, etc. Et ben regarde, on l'a juste là, je te mets une flèche. Je crois que c'est Ferry qui est ici et qui va vouloir sortir sur Guendouzi. Et regarde qui c'est qu'on a. On a Sakho qui, dans un second temps, bien trop tard, puisqu'il était attiré par la couverture de under au départ, et ben à ces quelques secondes de retard aussi. Donc finalement, on a un Guendouzi qui est complètement seul parce que tous les Montpellierins ont 1 à 2 secondes de retard. Et finalement, eh ben, on va voir que si au départ, il a personne, d'un seul coup, tout le monde va se regrouper autour de lui parce que y a Mavidi qui veut combler son retard, il y a Jordan Ferry, si je me trompe pas, qui veut combler son retard, et il y a Sakho qui veut combler son retard, tu vois. Et donc, regarde, on voit que Guendouzi, il est complètement pressé par ces 3 joueurs, et d'un seul coup, tout s'ouvre. On a le déplacement de Rongier qui porte ses fruits, puisque d'un seul coup, dans l'axe du terrain, ça s'est un peu ouvert. Et donc, on a Rongier qui reçoit le ballon et qui, là, de manière intéressante, est d'une face au jeu, et surtout à créer des décalages. Et surtout, donc tu l'as reconnu, j'imagine, puisque tu as évoqué que ça peut amener des buts, c'est l'action, effectivement, du premier but. Et là, Rongier, il a non pas 1 ni 2, mais 3 solutions. Et j'ai envie de souligner 3 solutions vraiment intéressantes. Ce n'est pas des solutions lambda. Donc, on a évidemment la solution Harit qui a été utilisée et qui est, à mon sens, la meilleure parce que ne serait-ce que quand tu vois l'orientation des corps, tu vois Harit qui est déjà penché, qui est prêt à se projeter. Tu vois ce Montpellierin qui est vraiment dépassé déjà dans les premières secondes. Mais on a la solution, tu vois, dans l'axe du terrain avec Bamba Dieng qui finalement pouvait être une solution très intéressante quand on connaît sa pointe de vitesse. Ou on pouvait utiliser cette solution de Bamba Dieng qui repique dans l'axe du terrain pour renverser le jeu à l'opposé, tu le vois, et avoir un couloir totalement libre et finir sur un centre qui aurait pu très bien également aboutir, un peu à la manière d'Harit d'ailleurs, avec un centre au 2e poteau par exemple, où on aurait pu retrouver un Harit libéré. Et ce qui est intéressant sur cette séquence-là quand même, c'est que avec des joueurs qui sont ne pas censés être les plus à l'aise balle au pied, Rongier et Guendouzi, tu sors quand même du marquage 3 joueurs, et là tu te retrouves en quelque sorte avec un 4 contre 4. Mais c'est totalement ça, et c'est ce que je veux évoquer à travers ces séquences. C'est tu vois tous ces postes hybrides qu'on pouvait reprocher parfois à Sampaoli, le fait que on n'utilise pas des joueurs à leur poste, etc. Encore une fois, je me répète, mais là aujourd'hui on récolte les fruits de tout ce travail parce qu'on voit que c'est justement ça, le fait que Rongier soit inattendu dans son positionnement, dans son appel, le fait qu'on utilise finalement les qualités de Guendouzi et de Rongier parce que tu vois, on fait un peu notre sauce, c'est pas logique, encore une fois, si on était un peu dans les schémas, dans les principes simples du football, ici Rongier doit prendre son couloir, dédoubler, etc. Donc on les met dans des positions qui sont finalement, tu vois, là on dit Rongier, on l'utilise en latéral et tout, non, là on regarde dans son positionnement, il est utilisé presque comme si c'était un milieu de terrain, tu vois, pour effectuer cette avant-dernière passe qui a été cruciale, quoi. Oui. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Et tu vois, on évoquait Harit, le fait qu'il ait eu énormément de liberté, etc. Voilà, tu vois, là, Harit, il récolte les fruits du travail de Rongier et de Guendouzi qui lui ont permis de jouer presque le rôle d'attaquant ici et d'avoir cet espace qui lui est laissé complètement parce que le Montpellierin est pris de vitesse. Et c'est non pas parce que Harit
à une vraie différence de vitesse avec ce défenseur, mais parce que le défenseur, bah, il est attiré, il est obligé d'aller couper Rongier, d'aller couper la progression, et donc bah, d'un seul coup, il y a énormément d'espace qui se libère, tu vois. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Et on bascule sur une deuxième séquence pour simplement appuyer mes propos. Pardon, c'est cette image. Donc, vous voyez, on est toujours dans ce 4-1-5 avec un Guendouzi qui, encore une fois, était plaqué au départ sur cette ligne offensive et puis qui va décrocher, venir au cœur du jeu. Mais là, on le voit cette fois, bah oui, c'est quelques minutes plus tard. Les Montpelliérains ont retenu la leçon et Guendouzi, bah, il est bien pris au marquage, tu vois. Donc, il va attirer finalement ce Montpelliérain. Et en fait, bah, on va retrouver exactement le même principe. C'est que Guendouzi, il va attirer ce milieu de terrain, déserter un peu le cœur du jeu. Et puis, on va voir qu'il va attirer également Mavididi, qui est un peu en retard sur Valentin Rongier. Et donc, ici, tu vois, on a Harit qui se retrouve au cœur du jeu, qui se retrouve en 1 contre 1, tu vois. Là, c'est typiquement le genre de positionnement, les genres de séquences où Harit, il peut se retrouver en 1 contre 1, mais il y a le défenseur central, tu vois, qui est beaucoup plus proche, qui serait par exemple dans cette zone, et qui donc aurait un espace très réduit, tu vois. Et là, au lieu de ça, il a un 1 contre 1, mais en plus, il a un espace énorme, là. Évidemment, voilà. Tu vois, si je te fais le cercle, là, ici, il y a un espace énorme dans lequel il peut s'amuser. On sait que Harit, en 1 contre 1, il peut faire des différences. Balle au pied, il est très à l'aise. Dès le contrôle orienté, dès le coup de rein, il peut faire la différence. Et là où il est peut-être plus en difficulté, c'est quand bah, il y a très peu d'espace. Là, on lui offre l'espace nécessaire. Alors, je crois qu'ici, Rongier ne va pas trouver Harit directement, mais il va utiliser Pape Gueye ici, qui est au niveau du rond central en appui. Voilà, c'est bien ça. Et Pape Gueye va de nouveau retrouver Harit, qui là, on le voit, vous le voyez avec le cercle, Harit, il a l'espace et il est carrément démarqué totalement, quoi. Parce que bah, on a créé ce décalage là où on était dans une zone où au départ on est censé être en 3 contre 4, j'ai envie de dire. Et ben on a amené une situation où on était en 3 contre 3, et puis bah, le fait que Guendouzi se déplace de manière un peu surprenante, et ben il a aspiré plusieurs joueurs. Et on se retrouve dans une situation de 3 contre 2 d'un coup, et d'un seul coup, bah, de par notre justesse technique, de par notre mouvement, et ben on a libéré totalement Harit, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Et donc, Harit reçoit le ballon, et là, il envoie Bamba Dieng, malheureusement, de manière pas assez juste, puisque le ballon va être intercepté. Et ça, c'est un point qu'on peut évoquer. Tu vois, tu disais que il était difficile tout de même de trouver du négatif dans cette rencontre. Et ben, si j'étais un petit peu pointu, un petit peu dur avec Amin Harit, même s'il fait évidemment un très très bon match, je trouve qu'avec plus de justesse technique, il aurait pu être encore plus décisif. Là, pour moi, c'est typiquement le genre de ballon qui doit donner une passe décisive. Ou en tout cas, doit amener à un contre 1 pour Bamba Dieng. Ici, ce n'est pas le cas. J'ai souvenir aussi de 1 ou 2 séquences comme ça où ça manque un tout petit peu de justesse dans la passe pour créer la différence. C'est marrant parce que dans le négatif, ce que j'ai noté, c'est justement encore du déchet devant le but. Voilà. C'est totalement ça. Dans les 30 derniers mètres. Donc, moi, tu vois, si je devais jouer au top et flop, là, donner des notes à des joueurs, etc., bah, tu vois, je donnerais un bon 8 à Amine, je pense, tu vois, voire 8,5. Mais pour moi, le point et demi qui lui manque, voilà, il doit faire une passe décisive de plus pour moi, tu vois. Et là, je lui donne un 10. Si je peux revenir à quelque chose que tu as évoqué sur la dernière séquence, bien sûr, et que j'ai trouvé intéressant et qu'on pourrait développer, c'est justement sur ces mois de préparation de SAP, de Sampaoli sur un peu le football hybride, liquide comme on l'a entendu. Totalement. Je trouvais ça très intéressant. Et c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens, on l'a dit tout à l'heure, 3-5-2, parfois ça partait en numéro de loto, la composition, on savait pas trop où ça allait. Et là, le fait de se retrouver dans un cadre tactique un peu plus pointilleux avec plus de repères, en fait, on se rend compte que ces joueurs-là, ils sont en pleine bourre. En fait. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est-à-dire que là, chacun sait ce qu'il doit faire. Et rappelle-toi ce qu'avait dit Under à une interview quand on lui avait demandé quel poste tu jouais. Le job, me demandez pas, j'en sais rien. Et là, je pense que si tu lui reposes la question après le match face à Nice, après le match face au PAOK, après le match face à Montpellier, je pense qu'il est
plus capable de te dire quel jeu il joue. Ouais, c'est vrai, Donc, c'est possible. C'est vrai, tu as raison. donc c'est quelque chose. Mais tu vois, ce trio-là, Rongier, ce couloir Rongier, Guendouzi, Under, ça fonctionne très 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 bien, tu vois. Notamment parce que, bah, alors évidemment parce que ce qui est mis en place a été peut-être encore... Oui. Excuse-moi de te couper, et tu avais fait une vidéo là-dessus où j'avais trouvé ça très intéressant, où Lirola ainsi que Under se marchaient beaucoup dessus. Totalement, j'allais en parler. Parce que les deux étaient en fait pas le même profil, parce que l'autre il est gaucher, l'autre il est droitier, donc rien à voir. Mais dans leur occupation du terrain, c'était assez semblable. Et là, le fait d'avoir un Rongier qui va attaquer le demi-espace, etc., un Guendouzi, bah en fait, ça change tout. Et tu vois que l'équipe est vraiment équilibrée. C'est totalement ça. Et j'évoquais la semaine dernière, on avait un Harit qui, rappelle-toi, jouait sur le côté et non pas dans l'axe. Et j'avais évoqué et encore une fois, on avait souligné le très bon match de Harit. Et j'avais souligné les quelques lacunes à ce positionnement, notamment parce qu'il écartait pas assez, il repiquait sans cesse dans l'axe, il décrochait énormément pour venir chercher les ballons. Et j'avais montré des séquences où finalement, entre Rongier et Harit, il y avait 1 mètre, 2 mètres, et encore je suis presque gentil parce que parfois il y avait un pas vraiment, parce que tellement Harit venait chercher ce ballon. Et finalement, je vous montrais que ça créait des problèmes dans notre jeu, dans la création de notre jeu sur ce couloir, et qu'on avait eu un couloir qui était très souvent déserté parce que Harit, il venait soit trop dans l'axe, soit trop décroché. Et donc, en plus de ça, ce que tu évoques, les profils avec Lirola et tout, j'ai d'ailleurs vu un commentaire là-dessus de Ernaxine qui nous dit on se retrouve aussi dans une situation où Rongier et Guendouzi s'échangent les positions, et même en cas de perte de balle, finalement, Guendouzi se replace en arrière droit sans souci. Et c'est effectivement ça. C'est pour ça que ce trio, il fonctionne très très bien. C'est que Under, il a bien compris, d'abord déjà de base, je pense qu'à Under, on lui dit, alors je caricature peut-être un peu, mais... défensivement, ne fais pas trop d'efforts, reste le plus haut possible parce que on va t'isoler au maximum, tu vas jouer un maximum de 1 contre 1. Lui, il a vraiment une vraie liberté dans les duels, dans la provocation. Et parce que aussi on est capable avec Guendouzi et Rongier de venir couvrir ce couloir, il y a un vrai travail là-dessus. Et donc le fait qu'il soit très haut comme ça, eh ben on écarte vraiment ces lignes-là, que ça soit comme je le disais dans la largeur ou dans la profondeur. Et donc on va réussir à se balader un peu entre les lignes parce que Rongier, Guendouzi, on peut même ajouter Gay, on peut ajouter Harit, ce sont des joueurs qui se plaisent entre les lignes. Ce sont des vrais milieux de terrain qui recherchent toujours ces situations entre les lignes. Et donc grâce à toutes ces permutations, grâce à ces mouvements qui sont un peu inattendus. Moi, je suis latéral de base. Évidemment, encore une fois, je caricature, mais je suis latéral, je prends mon ailier. Bon, bah, moi, je vais passer 80% de mon temps dans mon couloir, quoi. Sauf que quand je prends au marquage Rongier, bah, finalement, je vais peut-être passer 50% de mon temps au cœur du jeu et 50% dans mon couloir. Et ça, c'est un vrai problème, tu vois. On serait presque dans une situation, encore une fois, je caricature pour vraiment que, tu vois, on schématise le mieux les choses. Il faudrait presque une défense adverse où le latéral et le défenseur central puissent permuter sans cesse, en fait, tu vois. Il faudrait que le latéral, il suive Rongier qui vient repiquer dans l'axe, et en même temps, quand Guendouzi part sur le côté, faudrait que, tu vois, Sakho puisse jouer au poste de latéral. Enfin, tu vois, c'est vraiment le bordel, en fait. Et donc, tous ces moments où on évoquait où « Ah, c'est à toi, ah non, c'est à moi », où il doit y avoir une grande communication chez l'adversaire, c'est les quelques secondes d'avance, les quelques secondes des décalages qui font toute la différence et qui nous servent, tu vois, qui nous profitent, en fait. C'est clair. Et c'est clair. Tu vois, je voulais terminer sur une dernière séquence pour qu'on finisse d'évoquer ça, pour montrer justement à quel point on est malléable, à quel point Guendouzi et Rongier créent, j'ai envie de dire, un sacré bordel chez l'adversaire. Tu vois, jusque-là, on évoquait un 4-1-5. Et là, quand Rongier repique dans l'axe, on se retrouve dans un 3-2-5. Et tu vois le repositionnement axial de Rongier. Comment ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, pardon. Le repositionnement axial de Rongier, il va attirer avec lui, je crois que c'est encore Mavididi d'ailleurs, il va attirer avec lui un adversaire dans l'axe. Et tu vois, regarde, on a le couloir qui se libère totalement. Et Rongier, là-dessus, hein, tu regardes le corps de Rongier, il est directement tourné vers l'espace libéré par Rongier. Ah là, totalement. Là, il demande le ballon dans les pieds à Mandanda, tu vois, donc en plus de l'aider dans sa sortie de balle. Encore une fois, on voit sur le côté gauche, là, Saliba, donc on est dans un jeu en triangle qui peut se mettre en place.
On a même Gay, tu vois, c'est intéressant de voir aussi le triangle à l'opposé là. Je suis en train de montrer avec mes mains mon écran comme si vous voyez, mais pas du tout. Tu vois qu'il est intéressant ici, avec le défenseur central, avec Pape Gay et avec Luan Pérez, c'était Camara qui était donc en premier. Où on a ce triangle qui, finalement, peut paraître au départ insignifiant, mais qui en fait attire là aussi de ce côté-là tous les Montpelliérains. On voit qu'ils sont tous en 1 contre 1. Et finalement, on a ce côté gauche qui va se libérer du coup, notamment de par le fait que Rongier se réaxe comme ça. Et tu vois, on a Saliba ici aussi qui est totalement libéré. Donc Mandanda, finalement, il a une relance qui, même s'il est sous pression, plutôt facile. Tu vois, il a une solution vers Gay, une solution vers Rongier qui lui demande dans les pieds. Il peut, par tu vois, un peu, c'est pas un crochet, mais un petit décalage en se remettant sur son pied droit, trouver Saliba. Donc, même s'il est sous pression, il a énormément de solutions. Et donc, pour revenir à nos moutons, on a ce couloir gauche, là, ce couloir droit, pardon, qui se libère totalement. Et on a un Guendouzi qui n'a pas peur, en fait, de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa zone, de son poste habituel pour venir demander sur ce côté droit, et on voit le résultat avec donc une relance qui finalement était assez simple, on l'a vu, pour que ce soit pour Mandanda par le nombre de solutions, avec même les mouvements qui n'avaient plus pourtant rien de complexe. Et ben en une passe, on va éliminer. Allez, j'en ai coché peut-être un de plus là avec Ferry au cœur du jeu, mais 5 à 6 joueurs quoi. On élimine la moitié de l'équipe adverse. Et pourquoi on est parvenu si facilement à éliminer autant d'adversaires? C'est aussi parce que c'est inattendu, quoi. Rongier rentre dans l'axe, un coup il est latéral, Guendouzi il est là. Vraiment, on crée un sacré bordel chez l'adversaire, quoi. Et en tout cas, ce qu'il y a à mettre en avant par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est en effet le travail de Sampaoli, parce que tu n'arrives pas à faire ça du jour au lendemain. Mais ce qu'il faut mettre aussi en avant, c'est l'intelligence tactique des joueurs. Ouais. C'est-à-dire que Guendouzi, là, ce qu'il fait, c'est remarquable. Le fait aussi de Rongier, de revenir dans l'axe, ensuite de repartir à droite, etc. Ça aussi, ça montre quand même que ces joueurs-là, ils ont un QI football. Donc, c'est un gros travail à souligner. Moi, je me rappelle Guendouzi de son match où il était mis piston droit, etc., au même milieu droit, notamment face à Galatasaray, où je m'étais arraché les cheveux. Mais là, pour le coup, ça se voit vraiment que les joueurs, même s'il y a eu des défaites, même s'il y a eu des moments difficiles, en fait, ils ont emmagasiné de l'expérience. Ils ont pris le meilleur de ce qu'ils devaient. Et là, ça se voit sur cette séquence-là. Ça paraît bête, mais c'est quelque chose de très, très beau à voir. C'est quelque chose de très travaillé. Franchement, c'était très beau. C'était huilé, tu vois. Vraiment, on sentait que ça glissait, quoi. Et on sent vraiment que c'est maîtrisé, que c'est pas un hasard. Ah non, totalement. Totalement. Et tu vois, je vais faire un petit tour sur le chat parce que du coup, pendant toute cette démonstration, il y a eu un paquet de commentaires que je n'ai pas lus, mais on nous parle notamment de l'Irola, on va y revenir. On nous dit, Ertisman qui nous dit, il y avait du mouvement perpétuel, et ça, évidemment, c'est étroitement lié au mouvement perpétuel et à l'intelligence que tu évoquais, Nico. Et je pense que c'est aussi ça, notre force, c'est qu'on a énormément de joueurs intelligents, tu vois. Évidemment, je ne veux pas leur retirer des qualités footballistiques, mais je trouve que dans le système Sampaoli... On a cité Guendouzi, mais on pourrait citer Camara. Tu as fait plein de vidéos là-dessus qui justement image son intelligence. On peut parler de Gerson. Ah, mais j'allais rebondir là-dessus. Gerson, c'est là où il m'impressionne le plus à l'heure actuelle. Tu vois, on évoque beaucoup de choses chez lui, mais alors l'intelligence, le fait parce qu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, on pouvait être inquiet de son intégration, tu vois, le fait qu'il arrive en France, etc. Il a tout de suite collé au système Sampaoli, je trouve. Et quand je dis tout de suite, vraiment, je pèse mes mots, parce que j'ai souvenir déjà au premier match, par exemple, face à Montpellier, il était déjà dans un rôle où il faisait énormément d'appels, il recevait peu de ballons, mais alors des appels qui servaient énormément ses partenaires, et notamment Dimitri Payet. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que, je sais pas, peut-être qu'on a eu plus de confiance d'un coup en lui, mais en tout cas, je trouve que sur très longtemps où on l'a critiqué, il faisait énormément de travail en fait pour ses partenaires, qui servaient à ses partenaires. Et notamment, j'ai pas peur de pointer du doigt Dimitri Payet, où pour moi, il se servait énormément de Gerson. Et aujourd'hui, où Dimitri Payet est peut-être un peu plus en difficulté, bien que depuis 1 ou 2 matchs, là, c'est beaucoup mieux. Mais dans le moment de creux de Dimitri Payet, c'était l'inverse, en fait. C'était presque Gerson qui se servait de Dimitri Payet. Alors évidemment, tout ça, c'est voulu, c'est recherché. Mais si aujourd'hui Gerson brille davantage, en tout cas aux yeux de tous,
c'est aussi parce que bah, y a le travail autour qui fonctionne et tout. Et je trouve qu'il y a une vraie intelligence de jeu, et ça, c'est impressionnant de Gerson. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, on a des joueurs peut-être qui... tu vois, si on devait, par exemple, là, on va jouer le Paris Saint-Germain, bon, bah, peut-être qu'en qualité technique, forcément, on est en dessous de certains, en qualité de vitesse, etc., etc., dans plein de domaines, mais en termes d'intelligence, vraiment, je trouve qu'on a le meilleur effectif de Ligue 1, et je n'ai pas peur de le dire, même le Paris Saint-Germain, en termes d'intelligence, n'est pas aussi fort que nous. Après, pour avoir de l'intelligence, il faut aussi avoir la volonté de faire les efforts. Parce que même si tu es intelligent, mais tu n'as pas envie de faire les efforts pour les uns, pour les autres, malheureusement, c'est compliqué. Et même si tu as l'intelligence, il suffit d'un joueur qui ne fasse pas les efforts. Totalement. Et tu as tout le rouage qui s'écroule. Totalement. Et bon, on va pas parler du PSG, mais juste en un mot. On a vu des vidéos, on a vu ce qui se passait dans les replis défensifs avec le PSG. Ou même à demander la balle. On a vu parfois des arrêts sur image où l'équipe elle était complètement coupée en deux. Et sauf que là, bah, c'est pas du tout le cas. Parfois, t'as 3-4 lignes, carrément à l'OM. Parfois, t'as 3-4 lignes différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de no man's land, en fait. Le terrain, il est occupé totalement. Maintenant, pour en revenir à Gerson, on l'avait déjà évoqué la fois dernière lorsque tu m'avais invité. Ouais. Mais il est interchangeable, en fait. Là où on peut parler de l'intelligence sans vraiment trop s'attarder, c'est que Gerson, depuis qu'il est arrivé, il a joué, là, il joue relayeur gauche, c'est impressionnant. il a joué attaquant, il a joué piston gauche, j'ai même vu des matchs où il a fini arrière gauche. Totalement. Et à chaque fois, il n'a pas à rougir de sa prestation, pas du tout. À Nantes, il marque un but d'attaquant, il fait un contrôle, il enchaîne, etc. Donc vraiment, l'intelligence de jeu de Gerson, elle est impressionnante. Donc oui, au début, il a eu des débuts difficiles, etc. Et c'est un joueur qui est collectif. Gerson, sans les autres, c'est personne, Gerson. Gerson, c'est pas le mec qui va prendre le ballon, il va faire 18 dribbles, retourner acrobatique, Ronaldinho, rien à voir. Gerson, s'il a pas un collectif avec lui qui est huilé, qui est performant, bah malheureusement, Gerson, on va pas le voir. Là où le collectif actuellement, il brille, bah forcément, Gerson, c'est un soleil dans cet effectif. Ah, on est d'accord. Je vois dans le chat que ça évoque beaucoup l'Irola, notamment en soulignant que si peut-être l'Irola n'est pas aussi bon que les années précédentes, c'est notamment par ce problème du fait que, bah, tu vois, il va dédoubler là où Rongier va rentrer dans l'axe, etc. Je veux juste rebondir rapidement là-dessus parce que, voilà, je l'ai évoqué un bon paquet de fois, l'Irola, en soulignant tout l'aspect négatif, mais en le dédouanant parfois, et je l'ai vu d'ailleurs défiler dans le chat, en disant que Under, parfois, ne jouait pas assez avec lui, donc ça pouvait se comprendre, etc. Moi, je trouve que tout simplement, en fait, quand on a l'Irola, on joue d'une autre manière, en fait. Je l'entends, effectivement, cet argument où il va constamment dédoubler, moins rentrer dans l'axe, donc ça a moins d'intelligence, et ça, on est d'accord, l'Irola, dans l'aspect tactique, mais je pense que d'ailleurs, c'est pas anodin, c'est que lorsqu'on aligne Rongier au poste de latéral droit, on a très souvent Luan Pérez à l'opposé. Et quand on aligne Lirola à droite, on a très souvent Kolasinac à gauche parce que tout simplement, on n'est pas, à mon sens, dans le même système en fait. Quand on joue avec Lirola et Kolasinac, on va leur demander de dédoubler, même si c'est pas ce que demande le plus le coach, mais on est plus dans un esprit de dédoubler, etc. Donc, c'est aussi ça notre force, c'est que si on évoquait ce côté très hybride des postes au sein d'un match, ce qui fait notre force aussi, c'est d'avoir chuté contre Lens, par exemple, etc., dans d'autres systèmes. Et donc, on est capable aussi d'avoir des systèmes différents, en fait. Alors, je veux pas évoquer, tu vois, par exemple, je disais tout à l'heure, on est en 3-2-5, puis à un moment donné, on est en 4-1-5. Pour moi, tout ça, c'est le même système. Au cours du match, là, pour moi, on n'a pas changé. En tout cas, dans cette première mi-temps, on n'a pas changé de système. Même si, évidemment, tout ça est modulable. Mais dès qu'on joue avec Lirola, avec Kolasinac, etc., c'est un autre système. Donc, on joue d'une manière différente. Et ça, c'est aussi intéressant, tu vois. On apporte quelque chose de complexe à lire pour l'adversaire au cours du match sur un système. Mais sur le week-end d'après, on peut jouer... J'ai pas envie de dire totalement autrement, mais un peu, tu vois, ça va être différent. Et donc, si certains, je sais pas, j'imagine à la vidéo, ils ont travaillé les déplacements de Guendouzi et Rongier. Bon, il suffit que le week-end d'après, Rongier n'est pas titulaire et que ce soit Lirola à ce poste, ça change tout presque, tu vois, dans la manière dont on ressort le ballon, dans la manière dont on va créer nos actions. Et ça, c'est super intéressant. On a
pour simplifier, pour schématiser, en fait, on a tout simplement plein de cordes à notre arc, en fait, tu vois. Bah, c'est clair. Puis dans la rotation, c'est vachement important. Under, et on sait qu'il a une santé plus ou moins fragile. Et ben c'est vrai que le jour où malheureusement Under il aura une petite blessure, et ben on sera bien content d'avoir un Lirola qui est mine de rien sera rentré 20 minutes de jeu pour justement nous apporter un peu de profondeur sur ce côté droit. Parce que voilà, Lirola, moi je reste persuadé que ça reste quand même un bon joueur. Moi, j'oublie pas les 6 derniers mois qu'il avait fait l'an dernier, il avait été très très bon. Il y avait une bonne connexion avec Milik. Donc voilà, ne n'enterrons pas ce genre de joueur. Le fait d'avoir des joueurs hybrides capables justement de se placer différemment sur différentes zones du terrain, le fait de poser des problèmes, des nœuds à la tête à l'adversaire, c'est très bien. Totalement. Mais je reste quand même persuadé que des joueurs, des ailiers comme ça, comme Kolasinac et Lirola, ont toute leur importance dans notre effectif parce qu'ils apportent vraiment quelque chose de différent. Je suis entièrement d'accord et en fait, c'est hyper important pour un coach d'avoir autant de solutions et de possibilités. Donc là, ça, je suis entièrement raison. Ne les enterrons pas parce qu'ils risquent de nous servir incessamment sous peu. On l'espère en tout cas, mais ils sont vraiment importants aussi dans l'équilibre, tu vois. Ouais. Pardonne-moi de te couper, mais moi, quand il y a quelques semaines, parce que voilà, l'OM était dans le creux de la vague, donc fallait trouver d'autres arguments que de dire que malheureusement, Sampaoli, bah, il chie un peu dans la colle. Moi, j'entendais dire que l'OM avait un effectif limité. Alors oui, peut-être que l'OM a un effectif limité pour faire la Coupe d'Europe et le championnat. Mais pour le championnat, je suis désolé, l'OM, en termes d'effectif, c'est derrière le Paris Saint-Germain. Voilà, on a beau me dire ce qu'on veut, l'effectif de l'OGC Nice, il est certes de qualité, mais en termes de qualité individuelle, je pense que on est supérieur. Par rapport à Monaco, il y a peut-être match et encore, je trouve qu'on est au-dessus. Par rapport à Lyon, il y a aussi de la qualité, beaucoup de qualité sur Lyon, mais je parle vraiment d'ensemble d'effectifs. Et nous, je pense très sincèrement que, bah, attendez, sur le côté gauche, on a Kolasinac, on a Pérez, à droite, on a Lirola, dans l'axe, on a des joueurs comme Gerson, comme Gay, comme Camara. Enfin, on a un effectif qui est vraiment de très très grande qualité. Donc, lorsque j'entendais dire l'effectif est moyen, ça, par contre, ça me piquait un peu les oreilles. Donc, je suis très content de voir aujourd'hui que la différence elle a été faite contre Montpellier avec des joueurs comme Harit, comme Gay, comme Dieng, qui ont répondu présent. Moi, je trouve où on peut appuyer tes propos, c'est sur le fait qu'on le disait tout à l'heure, on perd De La Fuente, on perd Balerdi, on perd Milik, on perd Alvaro, et pourtant ça tourne toujours aussi bien, on a toujours autant de solutions, et le niveau n'a pas régressé du tout. Donc, on nous dit, pour moi, il y a un match avec Lyon et Rennes en effectif. Rennes, effectivement. Rennes, on peut se poser la question. Peut-être que... Ouais, mais défensivement, c'est pas... Sur un 11, ça fonctionne. Lyon, hein. Sur un 11, si on étire jusqu'aux 16, 20 joueurs, là, ça commence à être... Je pense qu'on est au-dessus, quoi, vraiment. Après, voilà, oui, faut vraiment raisonner en termes d'effectifs. Le 11 de Lyon, il est très, très costaud. Ouais. Et encore, derrière, je trouve qu'ils sont très limités défensivement. Après, on est forcément influencé par les résultats aussi, Nico, tu vois. Ouais, mais après, la défense de Lyon, franchement, depuis le début de la saison... Non, je suis d'accord, C'est difficile, hein. Là, Boateng, il revient. Malheureusement, il n'est pas très, très performant. Mais, et Rennes, ça a été... regarde, Rennes, pour le coup, en termes de résultats actuellement, c'est très, très solide. Mais je reste persuadé quand même que l'OM a un meilleur effectif que Rennes. Et sur le plan défensif aussi. Écoute, on entend. On l'entend sans problème. Rennes, tiens d'ailleurs, une petite parenthèse avant de basculer un peu, se projeter peut-être sur ce match face au PAOK et de finir, comme tu le sais, sur la petite partie Paris sportif. Ouais. Un petit mot sur Rennes. Ça semble, en tout cas, je pense que tu es d'accord avec moi, notre principal concurrent dans la course au podium. Est-ce que tu es inquiet là de ce qui se passe du côté de Rennes? Est-ce que tu penses que ouais, ils peuvent repasser devant nous sur cette fin de saison? Ah, franchement, je vais te dire, mais ils font chier, quoi. Ouais. Franchement, ils font chier parce que, honnêtement, je les attendais pas à ce niveau. C'est vrai qu'ils avaient bien débuté, mais ils ont été assez inconstants. Et là, quand on voit ce qui se passe, les victoires, même à Lyon, ils m'ont impressionné. Hein. Franchement, je vais être honnête avec vous. Hein. Donc, il y a match, mais il faut pas oublier qu'il y aura un duel face à eux. C'est quoi? C'est la 36e journée? Laisse-moi vérifier, mais oui, ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'avant-dernier match. Donc voilà, ça va être costaud, mais ils ont quand même réussi à égaliser, à revenir contre Nice.
Là, ils ont tenu face à Reims alors qu'ils étaient un peu dans le creux. On sentait que potentiellement ils pouvaient perdre. Face à Metz, ils les ont dilapidés 6-1. À Lyon, ils gagnent 4-2. Donc, on dit souvent la chance du champion. Et là, pour le coup, j'ai envie de parler un peu de chance de qualifier en C1 parce que ce qu'ils proposent, dans le contenu, c'est très bon. Mais là, par exemple, ce week-end à Reims où il y a un penalty qui est raté, etc., je trouve qu'ils ont un peu de chance aussi et ça peut faire la différence à la fin de la saison. C'est vrai, c'est vrai. T'as Karim 13011 qui nous dit il y a un effectif profond à Rennes, les gars. Il y a Doku sur le banc, Souleymana, Guirassy, Truffert. Ah, mais Doku, il est blessé, Doku. Martin, Tay. Moi, c'est vrai que je l'entends, hein, Guirassy. Moi, je trouve que c'est un très très bon joueur. Jonas Martin aussi. Flavien Tay, c'est intéressant. Doku. Non, ça se tient, ça se tient. La bataille est belle, en tout cas. Si on sort un peu de ce côté... Après, franchement, Flavien Tay... Enfin, tu mets un Flavien Tay à côté d'un, je sais pas moi, d'un Gerson. Non, attends. Quand on parle de bande touche, moi, je compare un Flavien Tay à un De La Fuente, par exemple. Ouais, est-ce que Flavien Tay vois, est meilleur que De La Fuente? Bah, pour le moment, sur ce qu'il m'a montré, oui, je prends Flavien Tay pour le moment. Non, mais oui, mais bien sûr, sauf que après, Flavien Tay, ça fait combien de temps qu'il est en Ligue 1? On est d'accord. Après, Conrad a plus de chances d'être un potentiel meilleur joueur, etc. Non, mais sûr, si tu fais la comparaison avec Conrad, je suis d'accord avec toi, et il va être plus utile à un Flavien Tay. Mais sinon, c'est vrai que c'est un effectif où par exemple, Flavien Tay, ça fait combien d'années qu'il est en Ligue 1, il jouait à Angers, etc. Ouais. Et moi, je suis désolé, comment dirais-je, un Gerson face à un Jonas Martin, il y a pas match. Un Guendouzi face à un Jonas Martin, il y a pas match. Un Pape Gay face à un Jonas Martin, il y a pas match. Tu vois. Après, c'est vrai qu'ils ont des qualités majeures. Bourigeaud, c'est très très bon en ce moment. Bourigeaud est incroyable. Mais devant, ouais, voilà quoi. Enfin, mais devant aussi, il y a beaucoup de qualités. Mais moi, c'est surtout la défense que je trouve un peu moyenne, notamment. Dans l'axe du terrain, voilà, je la trouve un peu en dessous. Tu vois, regarde, bonne question, il y a Ernaxine qui nous dit Gerson ou Bourigeaud, si tu devais faire un choix. Pas facile. Ah bah, je garde Gerson. Tu prends Gerson? Ouais, c'est le côté marseillais qui parle là, peut-être. Après, là, je suis pas objectif, parce que Gerson, c'est un joueur que j'adore, donc je vais être honnête avec vous, les gars, je suis pas du tout objectif, surtout que Bourigeaud, il est en pleine bourre, il marque des doublés, des triplés, on dirait Kevin De Bruyne, et il m'en fout. Mais je comprends. En tout cas, c'est deux très beaux joueurs. Je comprendrai jamais pourquoi, quand il est à Lens, il n'y a pas plus de clubs qui se positionnent autres que Rennes. En tout cas, pour moi, tu vois, moi, voilà, depuis quelques années, j'ai deux petits coups de cœur, là, comme ça, en Ligue 1. J'avais Bourigeaud j'ai Bourigeaud, d'ailleurs. Hein. C'est pas parce qu'il m'a donné son concurrent que je l'aime plus, le pauvre. Et Thomasson, tu vois, alors là, qui est blessé, mais je trouve que c'était des joueurs intéressants qui étaient dans des clubs assez mineurs de Ligue 1. Et qui j'ai toujours été très surpris. Tiens, on pourrait rajouter un troisième puisqu'on parlait du SCO. J'imagine que tu me vois venir maintenant que j'ai dit SCO, mais Fulgini, je sais pas ce qu'il fait encore au SCO, quoi. Moi, je trouve que c'est des joueurs très très intéressants. Et tu vois, quand souvent on me disait non mais Thomasson, t'es fou à l'OM, ça a rien à voir et tout. Écoute, quand on recrute Rongier. Je pense que c'est un joueur fort de Ligue 1 et on se dit ouais mais à l'OM Rongier, bon bah vous avez vu le résultat, Rongier c'est peut-être l'un des joueurs qu'aligne en premier Sampaoli sur sa compo quoi, parce qu'il est tellement dépendant du système qui fonctionne, etc. On a voulu, et on l'a entendu dans les sorties à la presse où Sampaoli avait un petit peu enterré Rongier, en tout cas dans son utilisation, etc. En plus, on l'a vu, quoi. Gros caractère, du répondant, ça bosse. Petite parenthèse aussi, je sais pas si vous avez vu, mais le mec, il est carave maintenant de manière... il a pris en muscle, je sais. Donc voilà, c'est juste pour souligner que ça sent le mec très bosseur. Et donc, un Thomasson, tu vois, Thomasson qui a été formé avec Rongier, il me semble, à Nantes et tout. Voilà, moi, je trouve que c'est des joueurs qui, ouais, c'est pas clinquant, c'est pas là, mais c'est tellement précieux dans un effectif que... je suis assez surpris que des clubs comme l'Olympique de Marseille ne soient pas alignés plutôt sur des Thomasson, des Bourigeaud. Là, Bourigeaud, c'est trop tard, tu vois, si on veut le faire venir, c'est beaucoup trop tard. Et je pense qu'un Fulgini, tu vois, je suis assez surpris aussi qu'il soit encore là. C'est le genre de joueur qui
qui peut prendre le relais. Alors, évidemment, hein, les comparaisons, je suis pas en train de comparer, mais d'un Dimitri Payet, à un moment donné, il faut penser à la suite, et je pense que c'est des joueurs qui peuvent être très solides pour prendre la relève. Après, ce n'est que mon avis, c'était une petite parenthèse. On se projette Je te juste... rejoins, c'est super Oui. intéressant. Comment? Non, je te rejoins, c'est super Ouais, intéressant franchement. on a un super réservoir et même Thomasson, voilà, juste pour rebondir Ouais. une petite phrase là-dessus, moi j'ai eu l'occasion de beaucoup voir Strasbourg jouer cette année Moi aussi, ouais, et énormément. c'est un acteur mais prépondérant de leur bonne saison, c'est-à-dire que c'est un joueur qui mine de rien et il s'adapterait très bien dans l'effectif de Sampaoli, C'est un... qui est capable de faire beaucoup de choses, il est capable de défendre, de se Totalement. projeter, il est Totalement. intelligent, il sait s'insérer entre les lignes et, Totalement. euh, et pour le coup, sous la tutelle de Sampaoli, je le verrais vraiment bien s'épanouir. Mais pour moi, c'est un Valentin Rongier un peu plus offensif et surtout beaucoup, beaucoup plus décisif. Capable de réaliser la dernière passe et de marquer beaucoup de buts, quoi. Donc voilà. C'est que mon avis, je sais pas pourquoi on a dérivé là-dessus, mais c'est que sur Thomasson, mais je trouve que c'est un joueur très intéressant, un mec à 3 poumons. Donc effectivement, dans le système Sampaoli, je trouve que ça peut être un joueur très intéressant, comme un Fulgini. Encore une fois, j'appuie là-dessus parce que autant Thomasson me paraît peut-être maintenant un peu moins accessible, autant un Fulgini qui est au SCO, les grandes difficultés que rencontre le SCO en ce moment, pour habiter pas très loin, à vrai dire, hein. J'ai quelques retours, ça se passe vraiment, mais alors vraiment pas bien dans le vestiaire et dans le club. Donc je pense que c'est typiquement le genre de joueur qu'on pourrait aller chercher. Voilà, ce n'est que mon avis, petite parenthèse fermée. Je voulais qu'on parle un petit peu, qu'on évoque rapidement, vraiment de façon rapide. On est déjà à 1h05 d'émission. Ce match de jeudi, un nouveau match primordial, un nouveau match crucial. Alors là, dans une toute autre compétition, mais une compétition auquel on a envie d'aller tout aussi loin. Voilà, comment tu vois les choses alors, petite précision quand même, il faut savoir qu'on a énormément d'absents, et ça, c'est un petit peu l'inquiétude avant le match. On a Enrique, donc, qui n'est pas qualifié. On a Gerson, Camara et Dieng qui sont suspendus. On a évidemment Balerdi, De La Fuente et même Alvaro, tu vois, parce qu'en l'absence, avec les nombreuses absences, on aurait peut-être voulu compter sur un Alvaro, donc avec ce qui se passe, évidemment, on ne l'a pas. Et puis, quid de Milik? Sera-t-il de retour pour le match? Quid de Caleta-Car aussi, qui devait être titulaire et qui apparemment était un peu malade, donc j'imagine que d'ici jeudi, ça pourrait être mieux, mais voilà, on ne sait pas, et ça se trouve, il a le Covid, enfin, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Donc ça peut faire une bonne petite liste d'absents. Voilà, comment tu vois les choses? Comment tu te projettes un peu sur ce match? Est-ce que tu es inquiet? Voilà, j'aimerais un peu ton avis là-dessus. Inquiet, non, parce que la différence de niveau entre les deux équipes au match aller, elle a été quand même assez flagrante. Maintenant, ça reste un match de football. On connaît tous le contexte. Ça va être très, très compliqué en Grèce. Le stade va être en feu. On a entendu les déclarations de l'entraîneur, totalement irresponsable, entre parenthèses. Donc, moi, j'ai envie de dire, notre principal ennemi, c'est nous-mêmes. Voilà, l'OM a quelques difficultés parfois de bien rentrer dans les rencontres, parfois même de mal finir certaines mi-temps. On l'a vu face à Montpellier, hein, on concède deux actions quand même assez énormes où Camara nous sauve, etc. Face à Montpellier. Ou Camara aussi également nous met en grande difficulté d'ailleurs. Oui, c'est vrai, tout à fait. Il nous met en grande difficulté face à un moment donné. Mais voilà, parfois il y a des petits trous d'air et en Coupe d'Europe, ça passe pas. Voilà, c'est le pas au cas, ça reste que le pas au cas. Mais dans un contexte européen avec une ferveur très méditerranéenne, va falloir être vigilant à tout ça. Maintenant, sur les absents, c'est des absents de marque, hein. On a évoqué tout à l'heure l'intelligence de nos joueurs et je pense qu'on a deux de nos meilleurs joueurs, Gerson, Camara, les plus intelligents de l'effectif qui seront absents. Donc pour ça va être assez compliqué. Petite parenthèse sur Alvaro, moi je trouve vraiment dommageable qu'en vue du sprint final, tu te sépares de ce joueur-là. Alors après, je connais pas les tenants, les aboutissants. Je pense que les deux parties ont tort. Lui, il n'a pas à s'exprimer comme ça dans la presse, etc. Mais je trouve que c'est se mettre une balle dans le pied et c'est très Madine Marseille, Madine l'OM de faire ce genre de choses. Voilà. Là, ce jeudi, il aurait été très précieux. C'est un joueur d'expérience, c'est un défenseur de qualité. Voilà. Il n'a pas la meilleure relance du monde, mais
sur l'homme, il est pas mauvais. Il aurait été très précieux jeudi. Donc voilà, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais je reste quand même assez confiant. Pour revenir à ce que j'ai dit en préambule, on a quand même été supérieur au match aller. Tu vois ça comment, toi? Ouais, alors pour rebondir sur, pour être tout à fait honnête sur la parenthèse que tu as fait d'Alvaro, moi je suis pas aussi, j'ai jamais été convaincu par Alvaro, même dans ses meilleures périodes, etc. Je sais pas, c'est un joueur qui est intéressant évidemment, hein, je ne peux pas le nier, il a des qualités, mais qui sont pas les qualités déjà d'emblée, je pense, de ce qui est recherché par Sampaoli. Ça a été un vrai problème d'emblée, mais je sais pas, tu vois, par exemple, quand tu évoques bah, évidemment ce côté très physique, ce côté solide qui aurait pu être précieux sur ce match, bah, j'oublie pas aussi que sur ce genre de match, c'est le mec qui peut prendre dégoupiller, pardon, peut-être un peu facilement, prendre un carton jaune très rapidement pour montrer qu'il est là, présent dans le match, et puis, tu vois, sur un moment où il est pris un peu de vitesse ou quoi, nous mettre en difficulté, prendre un deuxième jaune. Ouais, je sais pas, j'ai jamais été convaincu par lui, donc évidemment, la manière dont c'est fait, se séparer, on sent que c'était un joueur qui était assez attaché au club et tout, mais même, tu vois, quand je suis pas étonné en fait des sorties dans la presse, parce que même quand il était précieux, qu'il était à fond dedans avec nous, bah tu vois, on avait ces fameux tweets, ces machins. Enfin, il était déjà très présent un peu dans la communication, la mauvaise communication, j'ai envie de dire. Même si c'était positif, tu vois, c'était très je vais faire du vélo avec le maillot de l'OM, je suis très olympien, vous voyez, j'aime trop le club, mais on est presque dans le trop, tu vois, pour moi. Et c'était pas nécessaire. Et donc, bah forcément, quand d'un seul coup, bouffe, ça bascule, et on passe du positif au négatif, bah je suis pas étonné qu'il utilise un peu les mêmes ressorts de cette communication qui était si adorée par les supporters et qui peuvent l'être maintenant si détestés parce qu'il a pas usé des bons mots, tu vois. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse fermée. Ce match, moi, franchement... Alors, je suis toujours inquiet de toute façon avant un match. Je suis rarement positif. Je suis très dans... Tu vois, c'est un peu bête, mais je suis tellement dans le truc tactique, nanan, que je suis très dans le truc... bah voilà, faut faire attention à ça, faut faire attention à ça. Donc, je suis forcément dans un mood un peu négatif, tu vois. Bien que très souvent, évidemment, quand je dis faut faire attention à ça, et ben, on répond présent dans ces domaines, tu vois. Mais je sais pas, j'ai peur que... J'ai peur d'avoir des regrets et de me dire ah cette première mi-temps, ce match aller, on aurait pu tellement faire mieux, tu vois. J'ai peur qu'on n'ait pas saisi notre chance. Le match retour là-bas dans une ambiance très compliquée où on a attendu, ça va être difficile. Franchement, je me permets de te couper. Rappelle-toi, c'était Astana, c'est ça? Oui. Non, non, c'était Karabakh. Karabakh, ouais. Karabakh, c'est pareil, hein, tu gagnes que 2-1, C'est match vrai. aller, tu peux C'est vrai. en mettre 3. C'est vrai. Mais, alors, par contre, là où il va falloir être très vigilant du côté de l'OM, et c'est ce qui s'était passé un peu à Karabakh, je ne sais pas si tu t'en souviens, on menait 2-1, enfin on menait 2-1 par rapport au match aller, Oui. ensuite on a la chance d'ouvrir rapidement le score grâce à Pape Gueye, Oui. et il y a cette histoire du penalty où le joueur, rappelle-toi, il n'y a pas la VAR dans cette compétition-là, et le joueur, pendant 5 minutes, il y a du flottement, etc. Et je me souviens, j'avais fait le débrief sur le Club des 5, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est que l'OM avait voulu gérer après le but de Pape Gueye. Totalement. Donc pourquoi pas, hein, on connaît la difficulté du calendrier, etc. C'est des humains, c'est des hommes, ils peuvent pas enchaîner tous les 3 jours, 90 minutes à haute intensité. Donc moi, ça me dérange pas quand l'OM essaye de faire le dos rond, mais là où il va falloir faire attention, c'est dans la capacité à gérer ses émotions. Ouais. Parce que là-bas, ça va être le Totalement. feu, ça va être une poudrière. Et si on commence à voir des Guendouzi, etc., à s'enflammer, à lever les bras, etc., dans tous les sens, là, par contre, je dis il y a danger. Moi, je pense qu'on va vouloir un minima gérer. Techniquement, je pense qu'on est au-dessus, donc il va y avoir un bon début de match, etc. Mais si on veut gérer, il va falloir vraiment faire très attention à nos émotions. Ouais. Voilà, pas prendre de carton stupide. Et puis si on encaisse un but, c'est pas grave. Hein. Je suis désolé de le dire, je respecte totalement cette équipe. C'est que le PAOK Athènes. On est à 90 minutes d'une demi-finale de Coupe d'Europe face au PAOK Athènes. Ça serait magnifique de se qualifier. Donc une qualification européenne, ça va se chercher sur le terrain, mais ça va aussi se chercher dans les têtes. Et jeudi, ça va surtout se passer dans les têtes, j'ai l'impression. Ouais, et tu vois, pour appuyer tes propos, qui je trouve sont très justes, c'est qu'en plus, encore une fois,
bah, on se passe de Camara, qui est, je trouve, l'intelligence, le mec un peu serein et tout ça. On se passe d'un Gerson, qui n'est pas le plus chaud dans ce domaine, etc. Et en revanche, bah, comme tu l'as dit, tu évoques Guendouzi, moi je pense à un Payet, qui à un moment donné, s'il commence à prendre beaucoup de semelles, des jets, etc., bah, on le connaît, hein, a du caractère. Et donc, effectivement, je suis totalement d'accord avec ça. Et si je dois, parce que tu le sais, c'est mon domaine, c'est ce que j'aime le plus, la tactique, avoir un peu une frayeur, c'est que j'avais évoqué, me semble-t-il d'ailleurs, sur mon analyse de ce match, le pressing qu'on avait fait, notamment en première mi-temps, qui avait très très bien fonctionné. Je les sentais en panique en fait, décompressés, même si c'était un pressing qui était pas forcément très coordonné, etc., où il y avait des failles. Tout de suite, les défenseurs, et d'ailleurs à l'image du corner qui nous offre sur le but de Payet, et j'insiste, je l'ai dit, le corner qui nous offre vraiment, on exerce un petit pressing, c'est Pape Gueye qui vient au pressing, d'un seul coup le défenseur central panique un peu dans sa surface et dégage en corner, et sur un grand nombre de séquences, d'ailleurs ils s'engueulaient d'ailleurs. Ils s'engueulent avec le gardien, ils ont dû le sentir venir celui-là, mais le pressing, il avait grave bien fonctionné, et de par l'ambiance qu'il y avait au Vélodrome et tout, tu vois, je trouve qu'on aurait dû appuyer vraiment fortement là-dessus, et on aurait déjà dû faire l'écart. Et après, en deuxième mi-temps, quand on est tombé un peu à 2-0 dans cette... Enfin, en fin de première et en début de deuxième, dans cette un peu gestion, tu vois, on exerçait moins le pressing, ils étaient plus à l'aise, et on s'est retrouvés en difficulté. Et... bah, je suis pas convaincu que ce pressing qui a si bien fonctionné, il nous a offert un paquet d'opportunités, fonctionne au match retour là-bas, avec leur ambiance et tout ça, tu vois. Je pense qu'en fait, on sera moins en mesure d'imposer, de leur mettre une certaine pression, et ça sera plus nous qui la subirons, tu vois. Et c'est là, alors, Chips Ketchup a bien fait de me reprendre. En effet, c'est pas OK à Salonique et pas Athènes. Ah oui. Mais quand je te parle de Doron, c'est pas justement uniquement gérer nos émotions, c'est-à-dire que on était dans un fauteuil face au PAOK et on leur a laissé la balle, et en deuxième mi-temps, je trouve que le PAOK a quand même été plus agressif, plus haut, etc. Ouais. Et je pense qu'aussi c'est de notre faute tout ça. En tout cas, ça a peut-être été voulu. Et je trouve qu'on manque de maîtrise dans ces moments-là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, totalement. C'est-à-dire que y a pas la bonne agressivité, y a pas les bons ingrédients. Bah, on n'est pas fait pour jouer comme ça. Le système, les idées de jeu ne sont pas faits pour défendre en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Moi, ça me dérange pas qu'une équipe, elle adopte ça. Encore une fois, je le répète, je le martèle, l'enchaînement des matchs, c'est très compliqué, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut pas se dire, l'OM, ils ont été bidons, ils ont arrêté de jouer. Non, ça se passe quand on le fait, l'exemple typique, quand on le fait contre Montpellier en deuxième mi-temps, on se fait peur. Ils auraient pu revenir à 2-1 et ça peut faire basculer le match. Mais oui, la gestion, tu peux gérer, mais tu te fais peur. T'as tout résumé. C'est ça le problème, en fait. Donc, moi, alors évidemment, mais je touche du bois, je suis inquiet quand même, évidemment que intrinsèquement, ils sont bien moins bons que nous, mais voilà, dans cette folie, ils ont vraiment eu la haine de ce qui s'est passé aussi, donc ils vont être vraiment galvanisés, etc. Donc, voilà, si on prend un but rapidement, tout, ça peut être vite un enfer là-bas. Donc j'espère qu'on arrivera au moins à marquer un petit but, marquer en premier si possible pour éteindre cela. Et j'ai même envie, et tu vois, tu es pas le premier, je sais pas, j'ai évoqué le match avec plusieurs personnes, et vous êtes tous un peu dans ce truc où on va gérer, on va défendre avant tout, essayer de pas encaisser de but. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir de voir qu'on remet finalement les ingrédients qu'on a mis dès le début de match au match aller, où on profitait un peu de cette pression au Vélodrome. Moi, j'ai envie qu'on refasse pareil en fait au match retour pour, tu vois, dès les premières minutes, si on arrive à presser, à récupérer des ballons hauts, à s'offrir des actions dangereuses, etc., où toute l'ambiance se calme un peu, tu vois, que l'inquiétude les submerge. Et je pense que si on arrive à marquer assez rapidement, même si ce sera le feu, même s'ils auront des opportunités, même si on arrive à se mettre à l'abri rapidement, on peut calmer le jeu, et tu vois, ça peut vraiment, vraiment faire des dégâts en fait. Et c'est clair, il faut leur mettre une clim directe. De toute façon, le premier qui marquera, finalement, sera très important, quoi. Le premier but va être très important, je te rejoins, ça va être très très important.
Et j'ai hâte de voir justement l'approche que va donner Sampaoli. Mais c'est vrai que Sampaoli, actuellement, son approche, elle est plus, on met une grosse intensité dans la première demi-heure, dans Ouais. les 35 premières minutes, et après, on lâche un peu prise. C'est ce qui s'est passé contre les Grecs la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé ce week-end face à Montpellier, et j'ose espérer que c'est ce qui se passera ce jeudi en Grèce. Parce que je pense qu'il est bien conscient que les premières minutes, elles vont être très très importantes. Et pour finir, tu vois, je pense que on n'est même pas en mesure, en fait, presque, de défendre avant tout, de penser à défendre. Parce que on a un élément essentiel qui est absent, c'est Camara, qui peut se retrouver dans ce truc où on est en défense à 5 et puis je remonte un peu au milieu de terrain en phase offensive, etc. On l'a pas. Alors, est-ce qu'on commence à inventer des choses où on va utiliser Pape Gueye à ce poste ou Rongier à ce poste, etc. Attention, je suis inquiet, quoi. Donc, je pense qu'on va utiliser... Oui. À ce poste-là, quand Camara était absent, malheureusement, ça n'a pas été ça. Eh oui, moi, je me souviens de ça. Et dès l'instant qu'on a fait basculer, qu'on a fait permuter Camara et Gueye, tout a été beaucoup mieux, en fait. Je sais plus c'est sur quel match, mais effectivement, on a la même vision du truc. Et donc, voilà, là, il est pas là, c'est un élément essentiel. Est-ce qu'on a l'effectif pour... avant tout défendre avec une ligne très basse, je suis pas sûr, donc j'ai vraiment envie qu'on... Ce que j'espère, Kiev, c'est que, parce que malheureusement, Sampaoli est coutumé du fait, il invente des dingueries dans les matchs les plus importants. Totalement, tu m'as vu venir. On l'a vu face à Galatasaray, il a fait n'importe quoi au match retour, où la qualification se jouait. On l'a vu à Lyon, où il a fait n'importe quoi. Et donc là, franchement, je croise les doigts, je serre les fesses pour pas nous retrouver avec un Lirola en point de basse devant la défense, quoi. J'exagère bien sûr, mais il est capable de nous sortir des dingueries et c'est ce qui me fait peur. Voilà, donc espérons évidemment que ce ne sera pas le cas. En tout cas, ça fait plaisir parce que tu vois, j'ai vraiment hâte d'être à jeudi et c'est des émotions, des choses qui me manquaient un peu, je trouve, ces derniers temps. Et vraiment là, on sent qu'on est dans le sprint final, dans le truc. Il y a ce goût d'Europe là, tu vois. Même les tours précédents, j'étais pas aussi hypé, tu vois. Pas, ça y est, j'y suis quoi. Tu vois, après le match aller, après le truc, ça y est, on y est, on veut atteindre ce dernier carré. Je vois que le parcours s'ouvre un peu, tu vois. Ça y est quoi, tu vois. Je suis pressé. T'es à 90 minutes d'une finale de Coupe d'Europe. Une demi-finale. Demi-finale, oh là. D'une demi-finale, yes. Une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est énorme. Ouais, non, ça serait bon. On n'a rien gagné depuis 2013, les gars. C'est énorme si on se qualifie. Ouais. Clairement. J'essaie de lire les commentaires. Le plus gros doute pour moi est l'arbitrage sans VAR. Scaraboule, effectivement, tu vois, toute cette pression, ce truc, ça peut jouer. Donc voilà. Tu vois aussi ce sentiment de pas se sentir floué sur des décisions arbitrales, sur des choses comme ça. Tu vois, où ça peut vite faire basculer la rencontre. Donc voilà, écoutez, on verra jeudi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Chips Ketchup qui nous dit, question pour Kevin. Tu vis encore les matchs ou tu les décryptes en temps réel? Bonne question. Tiens, ça va pour terminer un peu cette émission et basculer sur les pronos. C'est différent, on va pas se mentir. Je suis plus dans ce truc de... le supporter devant ma télé hurle dans tous les sens et je vis le truc à fond. Évidemment que je suis comme un ouf quand on marque, etc. Mais c'est vrai que déjà, quand je regarde le match, j'essaie déjà de penser à ce que je peux faire, quel est le sujet je pourrais aborder, qu'est-ce qui est intéressant et tout. Donc j'ai forcément une vision un peu différente qu'à l'époque où je ne faisais pas de vidéo. Je suis peut-être un peu moins dans l'émotion. Voilà, franchement c'est différent. J'ai souvenir d'en avoir loupé une ou deux, je crois, la saison dernière parce que je suis malade, je crois, avec le Covid, etc. Et j'avoue que de savoir que je faisais pas d'analyse le lendemain et tout, j'ai encore vécu le match différemment et je me suis dit, comme quoi faire les analyses, ça bride un peu peut-être mes émotions, etc. Mais on est obligé, je suis obligé parce que... Tu prends de la hauteur. Voilà, le but c'est d'avoir un maximum de recul. Très souvent, en tout cas, quand on joue le dimanche soir et le jeudi soir d'ailleurs, le match se termine, boum, j'enchaîne mon analyse. Et donc, je trouve que la force de ma capsule, c'est d'avoir un maximum de recul, d'être le plus objectif possible.
Bah, je dois avoir ce recul nécessaire, ne pas me laisser submerger par les émotions pour avoir le regard le plus juste possible. Donc forcément, oui, je les vis un peu différemment, ça c'est obligatoire. Sur la frappe de Payet, à vous, tu as crié, évidemment, j'étais comme un ouf. Je vais pas te mentir, il y avait ma meuf derrière moi, je l'ai un peu secoué. Et je lui ai dit, je te l'avais dit, puisque au bout de 2-3 minutes du match, j'ai dit ok, je me suis retourné, je l'ai regardé, je lui ai dit ok, c'est un match pour Payet, celui-là, il va être monstrueux. Et donc bah voilà, quand il a planté ce but, j'ai l'impression que c'était moi qui avait marqué avec lui, qui lui a mis une petite tape au cul en disant c'est ton match mon grand, alors que il ne sait même pas que j'existe, comme nous tous. Écoutez, on va finir sur la petite partie pronostic, vous le savez. Je suis partenaire du plus grand site de paris sportifs. J'aime le dire un peu ironiquement, mais non, vraiment, The Bet, c'est un très bon site si vous deviez, une très bonne application si vous devez choisir un partenaire, un site pour les paris sportifs. Et donc, bah, on va tout simplement se projeter un petit peu sur ce match du PAOK si on devait se positionner, prendre un pari, tu vois, Nico. Et puis, bah, peut-être se positionner également sur le match de ce week-end face à Paris. Alors, sachez aussi, il faut que je le dise quand même, que si vous voulez vous inscrire sur The Bet, si vous rentrez le code promo LTDLO, vous avez votre premier pari qui est remboursé s'il est perdant en free bet. Et évidemment, je ne cesse de le dire parce que vraiment, je veux être le plus clair possible et ne rien vous cacher. Si vous utilisez mon code, moi, je perçois un petit quelque chose à chaque inscription. Qui me permet, encore une fois, je le répète, d'acheter des lumières, de m'acheter des disques durs qui coûtent très cher pour stocker tous ces matchs de l'Olympique de Marseille. Des maillots en déco, des maillots. Alors les maillots, on va pas se mentir, c'est des vrais maillots de joueurs, donc j'ai eu la chance qu'ils soient offerts. Ouais, c'est dédicacé et tout ça. Comment tu les as eu, ceux-là ? Alors, est-ce que je dois tout dire? Gignac, c'est il y a très longtemps. Je faisais de la musique à cette époque, avant de faire toutes ces vidéos sur l'Olympique de Marseille. Je faisais de la musique et son frère était très très fan de ce que je faisais. Du coup, voilà, il y a eu petite connexion. Je lui avais envoyé des t-shirts que j'avais sortis à l'époque pour ses enfants à son frère et donc à André-Pierre Gignac. Et quand j'étais descendu à Marseille, j'ai eu la chance qu'il me propose un petit rendez-vous, on se voit, on a pu discuter une petite demi-heure et j'ai eu la chance d'avoir ce maillot dédicacé, donc super souvenir. Voilà, on va continuer sur la parenthèse parce que vraiment, il y en a beaucoup qui me demandent souvent. Adil Rami, c'est tout simplement via Najet. Adil Rami apparemment regardait mes vidéos quand je faisais ça sur le Phocéen, etc. Donc voilà, petite connexion, il aimait mon travail et tout. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce maillot. Et Habib Bey, c'est même pas moi qui l'ai récupéré pour le coup, c'est un ami. Donc c'est un ami qui m'a offert ça. J'ai offert un petit cadeau en échange à son enfant pour Noël et j'ai eu le droit à ce maillot d'Habib Bey dédicacé. Mais d'ailleurs, je ne peux pas tous les mettre, mais j'ai eu un maillot de Brice Samba aussi et de Brice Djadjedje que j'ai donc ouais. Sympa. Donc ça c'est les vrais maillots, c'est pour ça qu'ils sont sous cadre. Donc c'est pour ça quand certains me disent comment tu peux laisser le maillot d'Adil Rami par exemple quand on a joué contre 3 etc. ou Adil Rami après les déclarations qu'il fait. Les gars, c'est un vrai maillot, il est précieux, ça pourrait être... Un cadeau, qu'est-ce qu'il y a ? Ça pourrait être Pierre-Paul Jacques, le mec du fin fond de la réserve. Les gars, c'est un vrai maillot. Donc voilà, je suis assez fier, peu importe le nom qu'il y a. Et d'ailleurs, Adil Rami, j'assume entièrement et je suis très fier d'avoir un Adil Rami ou un Dédé Gignac. Franchement, j'avoue que même après tant d'années, des fois, je passe devant mes cadres et je me dis... Tu sais, je les regarde et tout, et je me dis quand même, ça, c'est un petit kiff, c'est mon grand plaisir. Donc, s'il y a des joueurs de l'Olympique de Marseille qui nous regardent, ce qui n'est pas le cas, je le sais, hein, n'hésitez pas, je vous donne mon adresse, on règle ça. Moi aussi, je vous donne mon adresse, on règle ça avec grand plaisir. Écoute, oui, je parlais donc des pronos qu'on pouvait parier sur ce match de jeudi. Alors, laisse-moi prendre ma petite application The Bet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle, toi? Est-ce que, en essayant évidemment d'avoir un maximum de recul, je ne cesserai de le répéter, les gars, pariez gentiment, pariez ce que vous pouvez perdre. Hein? Oui, je t'écoute. On parle de quel match? Alors, on parle du match face au PAOK. Je suis en train de le chercher. Je vois une victoire de l'OM. Tu vois une victoire de l'Olympique de Marseille? Je vois une victoire de l'OM, je vois 2-1 pour l'OM.
Alors, 2-1 carrément, c'est précis. Alors, attends, laisse-moi, je suis en galère à chaque fois pour chercher ça. Puisque ce n'est pas la Ligue Europa, mais la Conference League. Où est-ce que c'est placé ça? À chaque fois que je cherche la Conference League, c'est pour ça que je parie à chaque fois le jour même. Parce que dès que je veux me projeter trop... Ligue Conférence, merci. Ah ouais, mais non, c'est sur la compète, pardon, j'ai pas les cotes, les gars. S'il y en a, la dernière fois, il y en avait un, il m'avait aidé. Mince. Que Ligue Europa, pourquoi je ne le trouve pas? Je vais regarder. Ouais, essaye de m'aider si je veux bien, j'avoue. Oh, ouais, carrément. Pourquoi je pars à chaque fois que c'est la Conference League, je sais pas, je me fais prendre, je devrais préparer ça à l'avance. Je me fais prendre un peu au dépourvu. En tout cas, toi, tu vois un 2-1. Écoutez, moi, je vois une victoire aussi. Je vois une victoire tout de même. Mais une victoire compliquée, peut-être avec un but d'écart, peut-être à 1-0. Ouais. 1-0, ça peut être intéressant. Alors là, encore une fois, je ne cesse de le répéter, hein, on donne des scores exacts, c'est des paris un peu risqués. Donc voilà, allez-y mollo, mais ouais, peut-être avec un but d'écart, la cote peut être intéressante, victoire de l'OM. Ouais, ça me paraît intéressant. Si tu devais te positionner, je suis en train de chercher en même temps, ça m'énerve de ne pas trouver. Parce que je sais que c'est pas eux et c'est vraiment moi qui est nul. Et si tu devais te positionner... J'ai trouvé. Tu as Qu'est-ce qu'il trouvé? faut comme cote? Alors vas-y, la Ouais. victoire de l'Olympique de Marseille. La victoire de l'OM, c'est 2,22. 2,22, ouais, c'est joli quand même comme cote. Sur The Bet, hein, on est d'accord. Ouais, bien sûr. 2,22. Le match nul est à 3,35 et la victoire du PAOK Salonique est à 3,20. Ok, eh ben, victoire de l'OM, la cote est belle. La cote est belle. Jette un petit coup d'œil si tu veux bien dans les scores exacts. On évoquait un 0, 2-1, c'est coté à combien tout ça? Ouais. Alors moi, donc j'ai parié sur un 1-0. Donc le 1-0, il est à 5. Tu as parié sur un Non, 2-1, si je me trompe pas. Toi, pardon, autant pour moi. Ouais. Toi, tu as parié sur un 1-0, c'est à 5. Et le 1-2, se trompe pas, il est à 5,80. Ouais, c'est joli. Franchement, c'est... Non, pardon, autant pour moi. Le 0-1 est à 4 et le 1-2 est à 5,80. On va y arriver. Ok. Ben, on a des belles Ouais. cotes. Écoutez, si vous voulez vous positionner, en tout cas, voilà. Encore une fois, je le répète, les jeux sont faits uniquement pour les majeurs. Hein. S'il y a des mineurs qui nous regardent, vous ne pouvez pas jouer. Et puis voilà, allez-y mollo, hein. Mettez pas la maison, prenez pas d'énormes risques. Jouez ce que vous pouvez perdre tout simplement. Mais c'est vrai que bah voilà, on peut se faire plaisir aussi en pariant un peu sur quelques matchs. On va basculer sur ce match face à Paris, si tu veux bien aussi, histoire de finir cette émission. Alors là, je vais y arriver, je l'ai sous le nez. Merci pour ton aide, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je galère bêtement là-dessus. J'ai les codes. Ouais, moi aussi, je suis devant là. Donc, la victoire de Marseille est à 7,50. Le match nul à 5,40. Et la victoire du PSG à 1,30. Bon, on va pas se mentir, ça va être un match difficile, Nico. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Et surtout que Paris n'a plus que la Ligue 1 à jouer. Ils vont avoir toute la semaine pour se préparer. Ouais. Tactiquement, ils vont être bien. Un point de vue physique, ils vont avoir une fraîcheur que l'OM n'aura pas, puisqu'il y a quand même ce déplacement. Ils ne jouent même pas à Marseille, donc ça va être compliqué. Donc, malheureusement, j'ai envie de dire victoire du PSG. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. On va être honnête, on n'est pas là pour vous dire des bêtises. On va tout simplement vous dire ce qu'on ressent. Alors évidemment, on espère se tromper. Mais je suis assez d'accord, je pense que ça va être difficile. Si je devais peut-être forcer en prenant un pari ou deux, peut-être l'idée de au moins marquer un but. Tu vois, au moins un but de l'Olympique de Marseille, ça peut peut-être être intéressant. Il y a peut-être une cote sympathique à aller chercher. Je suis en train de regarder le clean sheet. Paris n'encaisse pas de but. Si on dit non, allez à 1,45. C'est pas très élevé, mais ça peut être intéressant. Allez, je vous glisse une petite info. Je sais pas si j'ai vraiment le droit de le faire. Il y aura une cote boostée certainement dans ce genre de choses. Du côté de The Bet avant la rencontre, je vous partagerai ça. Donc restez connectés sur mon Twitter notamment. Il y aura également des free bets que je vais vous partager. Donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant de dire que l'Olympique de Marseille marque au moins un but. Donc bah, à la limite, si les deux équipes marquent, peut être intéressant. Ouais, les deux équipes marquent est à 1,50. Là aussi, c'est pas la folie, mais si c'est boosté, cette cote, ça peut peut-être devenir intéressant. Donc voilà, après, difficile quand même de se prononcer plus que ça. Ça va être un match compliqué.
Évidemment, si vous prenez un buteur, je suis en train de regarder là, les buteurs marseillais, bon, on est tout de suite à plus de 3. Donc voilà, avec un peu de réussite, il peut y avoir une belle cote qui passe de ce côté-là. Mais voilà, un petit peu. Après, à vous de faire vos propres choix. Et puis, vous le savez, hein, pour les plus fidèles de mon travail, il y a la petite rubrique pas si bête qui est dispo via mon site et surtout via tous les réseaux The Bet. Donc voilà, si vous voulez un petit peu mon avis sur ce que je vais prendre sur la Ligue 1 ce week-end et sur la Ligue des Champions demain, bon, restez connectés, vous aurez un peu mon avis. Mais encore une fois, je ne cesse de le répéter à travers mes vidéos. Je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas Monsieur le Poulpe, hein, voilà, donc... Oh, le Poulpe. Le Poulpe, tu sais, c'était celui qui donnait les... Oui, Paul le Poulpe. Paul le Poulpe, pardon, oui, pourquoi je dis Monsieur le Poulpe? Je crois que Monsieur le Poulpe, c'est un comique, je crois. Donc ouais, c'est ça, c'est Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe, voilà. Paul le Poulpe, ouais, effectivement. Donc voilà, c'est simplement peut-être pour vous confirmer dans vos choix, vous donner quelques stats, quelques avis. Si ça peut vous aiguiller un petit peu, ça serait avec grand plaisir. J'ai eu d'ailleurs quelques messages parfois de gens qui se sont inscrits, qui ont gagné une belle petite somme sur leur premier pari, donc ça fait toujours plaisir. Voilà Nico, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour pour cette émission, on a été assez complet sur cette rencontre et sur les matchs qui sont à venir. Je tiens à te remercier Nico, merci vraiment d'avoir participé à cette émission, c'était vraiment cool. Je passe à chaque fois un très bon moment avec toi, c'est cool. Merci à toi, c'est toujours un plaisir de participer, donc n'hésite pas pour une prochaine, ce sera avec grand plaisir. Un petit mot quand même, on peut te retrouver évidemment sur Twitter, n'hésitez pas à aller suivre Nico, donc c'est ncoco si je me trompe pas. Voilà, vous tapez Nicolas Coco, vous l'avez, voilà, vous allez sur mon Twitter, je l'ai identifié, je vais l'identifier sur les replays, n'hésitez pas à aller le follow. Tu es présent également sur certaines émissions dans le Club des 5, on peut te retrouver là-bas. Tout à fait, bah, je serai dimanche pour le débrief PSG-OM, je serai présent. Super. Je sais pas encore si on débriefe le match de l'OM jeudi, parce qu'il y a un choix à faire entre Lyon, Barça ou OM. Donc je sais pas ce qui a été choisi encore, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'y serai dimanche. Donc oui, n'hésitez pas à venir. Et pareil, il y a un chat sur YouTube auquel vous pouvez participer. Voilà quoi, on rigole, c'est la bonne ambiance, on s'éclate. Totalement, n'hésitez pas à aller checker tout ça, c'est vraiment qualitatif. Merci Nico, et puis on se dit à bientôt. Merci à toi. À très vite. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat, à tous ceux qui ont participé avec nous. Tiens, je vais citer quelques noms, les Karim13011, les Chips Ketchup, les Air Naxine. Voilà, je commence à les Scaraboule aussi qui sont présents très régulièrement. Voilà, ça fait plaisir. Il y a des pseudos quand même. Ouais, il y a des sacrés pseudos. J'ai une belle équipe. Hein. Non, merci vraiment de votre présence. C'est toujours avec grand plaisir que je partage ça avec vous. Voilà, et comme le dit Scaraboule pour finir, on est obligé, hein. Le classique. Allez l'OM. Allez, ciao. Allez l'OM.